Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Chers amis, merci d'être présents ce soir pour notre rencontre coopérative millésime 2022, un grand millésime, ça c'est sûr. Écoutez, je crois que le grand amphithéâtre de la maison des travaux publics est complètement plein. Je vois que les chaises derrière sont garnies également. On est en train de retransmettre en direct la rencontre dans l'amphithéâtre qui est juste derrière cette salle. Et en tout cas, je suis très, très content de vous voir autour de ce thème. Je pense qu'il est vraiment d'actualité, qui est à la fois le climat et l'énergie, des thèmes qui sont complètement liés l'un à l'autre. Ce que je voulais vous dire également, c'est que vous avez entendu tout à l'heure une petite musique qui nous dit respire. Hein. Je ne sais pas si le son était suffisamment élevé, mais l'idée ce soir, c'est justement de respirer, de prendre une respiration, et puis peut-être aussi pour nous de vous apporter un peu d'inspiration. Pour commencer cette soirée, je vais appeler notre président Jérôme Sadier pour quelques mots d'introduction. J'attends la fin du jingle apparemment. Donc Jérôme Sadier, je suis président du groupe Crédit Coopératif et je suis ravi de vous accueillir. Alors, je sais que c'est pas pour moi que vous êtes venu, donc c'est pour ça que je n'ai rien préparé, j'ai pas de discours sur les yeux, j'ai pas non plus de prompteur. Donc je voulais vous remercier d'avoir fait en sorte d'être présents nombreux ce soir. On essaie de faire en sorte que nos clients, nos sociétaires puissent participer à des événements inspirants. C'est aussi le rôle qu'on conçoit pour notre banque, qui est une vieille banque. On fêtera l'année prochaine nos 130 ans d'existence. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui le sache, mais c'est une histoire complexe et avec quelques péripéties par ailleurs, mais c'est néanmoins 130 ans d'existence d'une banque qui se veut engagée à tout point de vue. Et d'ailleurs, bonjour Yann. En imaginant tout à l'heure ce que j'allais vous dire, je me suis dit, tiens, j'ai pensé à une chanson, je ne sais pas pourquoi, mais alors ceux qui ont des lettres la reconnaîtront, mais à quoi sert une banque si elle est carbonée? Alors, cherchez un peu, vous avez trouvé la chanson, c'est le début d'une chanson. Et en fait, il se trouve que hier est sorti un palmarès qui a été publié par une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, qui était elle-même mandatée par d'autres ONG, et la lumière fut, et qui place le crédit coopératif parmi les banques désirables, puisque si jamais les uns ou les autres, pas vous, hein, puisque vous êtes là parce que vous êtes déjà au crédit coopératif, mais si jamais vous vous posez de savoir pour quelle banque il faut changer, à raison de son impact modéré sur le climat, eh ben, le crédit coopératif est la seule banque, puisque les trois autres organismes qui sont cités ne sont pas des banques, mais des organismes financiers qui ne sont pas une banque universelle comme l'est le crédit coopératif. Donc ça fait du bien de temps en temps de dire ce genre de choses. Je ne sais pas si Benoît, tu as constaté un afflux d'ouverture de comptes depuis ce matin. Tu feras peut-être les comptes ce soir, mais on en parlera demain. Mais à la vérité, j'assume très fièrement le fait que nous soyons différents. Alors, nous jouons avec les mêmes règles du jeu que tout le monde. C'est comme ça jusqu'à présent, et le monde de la finance n'est pas fait pour les pionniers. En tout cas, pas les pionniers comme nous. Il faut espérer qu'un jour la norme change, que la règle change, et qu'on puisse demain faire en sorte que ce que nous avons voulu faire depuis des dizaines d'années, notamment sur les questions de l'investissement socialement responsable, sur les produits de partage, sur l'engagement sociétal et environnemental, deviennent partagés. Alors c'est un inconvénient parce que du coup, l'avantage compétitif qui est le nôtre, je suis en train de réclamer qu'il ne soit plus demain. Je suis sûr qu'on trouvera d'autres ressources chez nous. On est une banque coopérative, bien sûr, ça c'est un statut juridique, et capitaliste, au sens de détention du capital, mais on est aussi une coopérative bancaire. Et moi, je crois à cette intelligence collective qui fait que dans le fonctionnement coopératif, c'était en faisant en sorte que chacun puisse amener quelque chose et apprendre quelque chose et repartir avec quelque chose, qu'on puisse construire ensemble au sein de cette coopérative bancaire un monde un peu plus désirable à notre mesure. On n'est pas la plus grande banque du monde, ni même de France, mais néanmoins, on essaie de faire avancer les choses. Je suis vraiment très fier de vous avoir comme client et comme sociétaire. Je ne suis que le président du conseil d'administration, mais je me sens autorisé à dire en tant que représentant quand même de la coopérative que c'est une fierté que de vous compter parmi nous, et je remercie Jean-Marc Jancovici d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je sais que c'est pour vous que les gens sont venus, donc il faut vraiment que je m'arrête. Et je vais vous confier aux mains de Laurence Moret qui va vous interviewer, vous interroger, vous, je sais pas quoi encore, vous stimuler, vous titiller.
je sais qu'elle a préparé plein de trucs, mais j'espère que ça ne fera pas trop mal. Voilà. Merci beaucoup et j'espère que vous allez passer une bonne soirée parmi nous. À vous de jouer. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Alors on va laisser la parole effectivement à notre duo de choc, mais juste avant, vous partagez une vidéo qui est complètement en lien avec notre soirée et notre thème. Vous allez voir en vidéo Françoise Vernet, qui est la présidente de Terre et Humanisme, que beaucoup ici connaissent bien, un partenaire historique du Crédit Coopératif. Françoise Vernet. Bonjour, enchantée d'être là. D'abord, je vous remercie de m'accueillir. Donc, je m'appelle Françoise Vernet. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Terre et Humanisme. C'est une association qui est basée en Ardèche, qui a été créée il y a quasiment 30 ans, en lien avec les travaux et l'esprit de Pierre Rabhi. Et cette association a pour objectif, enjeu, de diffuser et de partager autour de l'agroécologie, que ce soit en France comme à l'international, et de faire en sorte qu'on arrive à vivre sainement, dignement sur cette planète. L'enjeu de la diffusion de l'agroécologie, c'est vraiment de mettre en place des pratiques qui soient durables. Quand je dis durable, c'est à la fois qui ne détériorent pas, par exemple, la biodiversité, les sols, mais qui soient aussi capables d'être régénératives, puisqu'en fait, notre alimentation dépend de notre agriculture et de nos pratiques agricoles. Et il est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, les conséquences de ce changement climatique sont visibles un peu partout et que l'agriculture est probablement un des secteurs les plus touchés. Et donc, il est plus qu'urgent de sortir d'une agriculture destructrice, une agriculture qui, par ailleurs, est très endettée. Beaucoup d'agriculteurs ou d'exploitants agricoles qui sont allés dans un schéma qui, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Et donc, notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner, où que ce soit, des paysans pour soit se reconnecter à des savoir-faire qui ont été oubliés, soit être capable de transmettre à des jeunes générations, à des personnes qui veulent s'installer, qu'ils soient maraîchers ou qui veuillent vivre d'agriculture ou simplement cultiver leur potager pour se nourrir, seuls ou collectivement, des méthodes que nous, on a pu expérimenter en Ardèche, mais aussi au Burkina Faso ou sur le pourtour méditerranéen ou à Cuba ou dans d'autres pays. Alors, il est vrai que le Crédit Coopératif nous soutient depuis... les produits Agir ont fait leurs 20 ans cette année et Terre et Humanisme a été une des premières associations soutenues dans le cadre des produits Agir, que ce soit le livret jeune ou plus récemment la carte Agir. Cela nous permet de soutenir un certain nombre de programmes en France pour former des jeunes volontaires qui viennent chez nous et qui n'ont pas les moyens de se former. Un programme de solidarité en France avec Habitat et Humanisme où on vient accompagner des personnes exclues de la société dans leurs différents logements pour qu'ils reprennent un lien avec le vivant, avec la nature et avec une possible alimentation. Mais c'est également et surtout un accompagnement de paysans et paysannes. On parlera plutôt de solidarité internationale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, sur le pourtour méditerranéen, avec des milliers de personnes qui sont formées chaque année. En 2021, nous avons reçu 374 000 € des produits Agir du Crédit Coopératif. C'est une somme qui est très importante au regard de nos engagements sur le terrain et je tenais, au nom de l'association, au nom des porteurs de projets, au nom des bénéficiaires, à vous remercier vraiment, sincèrement. Ça fait une énorme différence de savoir qu'on peut compter sur cette générosité dans le temps, parce qu'en fait, souvent... Pierre Rabhi parlait de pompiers pyromanes, comparant certains systèmes où on vient une année et on repart. Et nous, grâce à ce soutien qui perdure depuis plus de 15 ans, on arrive vraiment à être acteurs sur le terrain, dans la durée. Un grand merci et surtout passez une très bonne soirée. Merci d'applaudir Françoise. C'est vrai que en plus pour ceux qui ont, comme moi, au Crédit Coopératif ou ailleurs, beaucoup d'entre vous peut-être, passé du temps avec Pierre Rabhi, on comprend toute l'émotion que ça peut apporter. Je vais inviter maintenant la présidente du comité de région Île-de-France à me rejoindre, Catherine Chalom. Catherine va nous dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait,
Et peut-être ce qu'elle a pensé de cette vidéo, parce que je crois que tu connais bien Madame Vernet. Voilà, bonjour, moi je m'appelle Catherine Chalom, je suis cliente du Crédit Coopératif depuis à peu près 15 ans, présidente du comité de région depuis un peu plus de 5 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que le Crédit Coopératif? Il faut le redire, c'est une banque coopérative. C'est pas simplement dans le nom, c'est une réalité. Donc, nombre d'entre nous sont sociétaires et d'ailleurs, j'invite le plus grand nombre de ceux qui ne le sont pas aujourd'hui à le devenir. C'est vraiment important que ce soit, voilà, que nos décisions, c'est pas du greenwashing, c'est une vraie banque coopérative et on a des vraies réunions et voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui nous différencie aussi, c'est, on a eu donc hier Reclaim France qui a déterminé que nous faisions partie des banques qui étaient vraiment favorables pour le climat. Je pense que ça aussi, ça fait partie des vraies valeurs. Nous ne finançons pas Total, nous n'avons pas de filiales dans des paradis fiscaux. Nous payons nos impôts en France. Voilà, je pense que toutes ces valeurs-là, d'autres le disent mais ne le font pas. On est vraiment une banque différente et je crois que ça doit vraiment nous habiter. Maintenant, en étant une banque, on a aussi des obligations de banque. Donc, de temps en temps, il faut savoir dire non. Donc, je sais que c'est pas facile pour un client quand on lui dit non. Moi aussi, on m'a dit non. Mais ça fait partie du métier de banque si on veut être capable de financer demain, après-demain et encore après-demain nos clients. Terre et Humanisme, donc, comme elle l'a expliqué Françoise, est engagée dans l'agroécologie. Donc, c'est vrai que c'est la base de notre alimentation. Donc, là aussi, ça fait partie à la fois des engagements importants et c'est aussi la preuve que le Crédit Coopératif est engagé vraiment dans des causes importantes. Voilà. Donc je suis très très fière que le Crédit Coopératif se soit engagé auprès de Terre Humanisme. Vous aussi, je l'espère. Voilà. Donc je sais que notre temps est compté. Donc merci à vous et à très vite. Merci Catherine. Merci Catherine. Je vais appeler Jean-Marc Jancovici et Laurence Moret à me rejoindre. Je vais tenter de vous présenter tous les deux et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je vais commencer par Laurence, qui est presque aussi connue que Jean-Marc. Laurence, tu es une ex-journaliste. Alors tout à l'heure tu m'as dit ne dis pas à Jean-Marc que j'ai fait du journalisme parce que parfois ce mot-là peut l'agacer. Mais ex-journaliste, tu es également enseignante dans une école qui commence par un H et qui est du côté de Saclay, mais que je ne peux pas citer. Mais surtout, tu es, pardonne-moi, oui, Joseph, surtout tu es responsable communication au Crédit Coopératif depuis déjà quelques années. Jean-Marc, vous êtes le président du Shift Project, vous êtes associé fondateur de Carbon 4, vous êtes également enseignant à Mines Paris Tech et vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat, j'en oublie certainement. Et je fais la vaisselle. Bah, écoutez, ça ne me surprend pas. Et donc on vous laisse dans cet échange magnifique. On vous écoute. Bonsoir à tous, merci. C'est extraordinaire de vous voir tous et on sait qu'on est tous là pour écouter Jean-Marc qui a évidemment plein de choses à nous dire. Il a tellement de choses à nous dire qu'il va falloir que je fasse attention à ne pas poser trop de questions. Et c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs formats. Un format où il pourra répondre librement et d'autres où je vais le rationner. On se mettra à cette petite table et on fera du très très rapide, oui, non et une phrase d'explication pour arriver à poser un maximum de questions dans un minimum de temps. Voilà, maximisation. On va essayer d'y arriver. Jean-Marc, nous allons déjà commencer par revenir sur l'actualité. L'actualité récente de l'été n'a quand même pas été très brillante. Entre les sécheresses, les inondations, le réchauffement climatique, la guerre, les débuts de perturbations au niveau du blé, du gaz et même du manque d'eau pour le transport maritime et le rafraîchissement des centrales. Donc, est-ce que vous croyez qu'on est arrivé à l'électrochoc dont on avait besoin pour, entre guillemets, enfin réagir ou agir? L'histoire le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à... ça contribue à une augmentation de ce qu'on appelle la prise de conscience. Il y a un sondage qui a été fait juste après l'été. Alors, il faut voir si ça sera encore valable quand on sera dans 2 mois. Mais où on demandait aux Français si les sujets d'environnement les préoccupaient. Et en gros, il y en a 20% de plus qu'avant l'été qui disent oui. Donc, avant l'été, on était à 60, après 80%.
Après, il faut voir tout dépend de ce qu'on appelle un électrochoc. Est-ce qu'un électrochoc, c'est la moitié des Français? Il y a 40 millions de véhicules particuliers dans ce pays qui, demain matin, disent je laisse ma voiture au garage et je prends un vélo. C'est ça un électrochoc? Ou est-ce que c'est 5% des gens qui le font, ou 1% des gens qui le font, ou éventuellement quelques personnes qui diront, comme Monsieur le maire, je mets un col roulé et j'éteins le Wi-Fi. Donc je ne sais pas, c'est très difficile de savoir. Non mais voilà, il n'y a pas de définition normative à ce que c'est qu'un électrochoc. Est-ce que ça va nous pousser dans la direction de l'action? Certainement. Est-ce que ça nous y poussera suffisamment et suffisamment tôt? J'en sais fiche rien. Alors justement, au regard de ce qui s'est passé cet été et des signaux, on ne peut plus pas parler de signaux faibles, mais de signaux carrément forts, est-ce qu'on peut encore espérer qu'un changement de comportement ou carrément un changement de vie peut encore permettre d'avoir cette fameuse trajectoire de 1,5 degré? Alors 1,5 degré, non, ça c'est mort. Le scénario 1,5 degré dans le GIEC, c'est un scénario dans lequel les émissions planétaires tombent à zéro en 2060. Et après, non seulement elles tombent à zéro, mais on se met à faire les shadocks. Vous savez ce que c'est que les shadocks? Je m'en souviens, mais peut-être que il y a peut-être qui ne se souvient pas ou qui n'a jamais entendu parler des shadocks dans la salle pour... Non? Il pompait, il me semble. Il n'y a pas assez de jeunes. J'ai demandé à mes étudiants des mines ce matin, j'ai beaucoup de mains qui se sont levées quand même. Donc les shadocks, ça pompe. Donc ça veut dire qu'à partir de 2060, non seulement on ne met plus un gramme de CO2 dans l'atmosphère, mais on pompe du CO2 en provenance de l'atmosphère. Et dans le scénario 1,5 degré du GIEC, en 2100, on pompe 10 milliards de tonnes de CO2 par an en provenance de l'atmosphère. Est-ce que vous savez combien aujourd'hui on extrait par an de pétrole de terre en masse? On est à peu près à 4 milliards de tonnes par an. On extrait à peu près 3 milliards de tonnes par an de gaz, des entrailles russes et d'ailleurs. Ce qui veut dire que l'ensemble des hydrocarbures hors charbon, ça représente actuellement 7 milliards de tonnes extraites des entrailles du sous-sol. Et bien dans le scénario 1,5 degré du GIEC, en 2100, ce n'est pas 7 milliards de tonnes, c'est 10 milliards de tonnes de CO2 qu'on remet sous terre. Ça veut dire qu'on fait plus que doubler les pompes et les tuyaux de l'infrastructure du secteur pétrolier et gazier, rien que pour remettre sous terre un produit commercial qui n'a aucune valeur. Et par ailleurs, ce produit, ce CO2 serait remis sous terre, notamment en utilisant des centrales électriques à biomasse. Donc en gros, on fait pousser des arbres, on les coupe, on les met dans des centrales électriques pour y faire de l'électricité en brûlant. Et derrière, le CO2 de la centrale, on le capture et on l'injecte sous le sol. Et ça, à hauteur de 10 milliards de tonnes de CO2 par Jean-Brun qui se marre là. 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Pas une seconde, ça va arriver. Ni même 10% de ça. Donc le scénario 1,5 degré, il faut bien voir qu'en fait, il passe transitoirement quasiment par 2 degrés en 2050 avant que la température ne baisse parce qu'on fait les shadocks géants dans l'atmosphère. Donc ça n'arrivera pas. Même le scénario 2 degrés, il supposerait qu'à partir de maintenant, les émissions planétaires baissent de 5% par an tous les ans. C'est-à-dire qu'on ait un Covid supplémentaire par an tous les ans. 5% de baisse, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid. Donc en sortie du Covid, on ne remet pas l'économie dans l'état dans lequel elle était avant. Non, non, Monsieur le maire part en vacances. Et l'année d'après, on se prend un Covid de plus. Et puis l'année d'après, un Covid de plus encore. C'est ça qu'il faut faire tous les ans, 5% de baisse de plus, si on veut tenir les 2 degrés au niveau planétaire. Donc même les 2 degrés, on n'est quand même pas très bien parti. À part si le permafrost se dégage tellement de virus que le Covid... Oui, c'est ça. C'est la réédition de la peste noire ou Don't Look Up pour de vrai. Voilà, ça permettra de tenir les 2 degrés. Mais sinon, j'ai envie de dire, dans un monde qui ne connaîtrait pas de catastrophe de cette nature, c'est-à-dire qui resterait comme aujourd'hui, même avec des crises passagères, on ne les tiendra pas. Alors justement, les politiques actuelles sont-elles pertinentes ? Ça dépend ce qu'on appelle pertinent. Si la politique... Vous n'allez pas revenir sur tous les mots que j'utilise quand même. Si. Vous êtes journaliste, il fallait choisir. Ex-journaliste. C'est pas grave. Je suis banquière. C'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, maintenant, vous êtes foutus. Si, justement, je vais y revenir. Moi, j'ai eu 6 en philo au bac, donc il faut que je me venge maintenant. Je vais y revenir parce que quand on utilise des mots qui n'ont pas de contenu normatif, en fait, si je posais la question aux gens qui sont dans la salle, en leur disant « Donnez-moi votre définition d'un comportement pertinent », je sais pas, il y a 250 personnes dans la salle, j'obtiendrai 250 réponses différentes. Donc c'est tout le problème dans les démocraties dans lesquelles on vit, que d'arriver à mettre les gens d'accord sur la même signification pour le même mot.
Donc, est-ce que être pertinent, c'est interdire ou inciter? Est-ce que être pertinent, c'est tel résultat dans 5 ans ou tel résultat dans 15 ans? Est-ce que être pertinent, c'est commencer par taper sur les gens qui ont des grosses voitures ou taper sur les gens qui ont des jets privés ou les deux à la fois? Ou est-ce que être pertinent, c'est d'abord... Enfin voilà, c'est quoi être pertinent? Donc j'en déduis que vous allez mettre une norme. Donc ça veut dire qu'on ne sortira pas de ce problème à un moment sans réglementer et sans normaliser. Ça, c'est très clair. Dans le tabac, par exemple, on est sorti du problème avec notamment de la réglementation. Vous voyez, dans cette salle, il y a 30 ans, on aurait fumé. Voilà, ça aurait paru normal. Et puis, les gens qui fumaient auraient à peine demandé à leurs voisins si ça les gênait ou pas. Aujourd'hui, on ne fait pas. Ça s'appelle de la normalisation, ça s'appelle de la réglementation. Donc, dans le domaine du climat, il faudra à un moment qu'on normalise et qu'on réglemente. Alors, on le fait déjà. Hein. Par exemple, dans le domaine du logement, il y a de la réglementation thermique. Vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez si vous construisez un logement neuf. Bientôt, vous ne pourrez même pas faire exactement ce que vous voulez si vous détenez un logement. Aujourd'hui, par exemple, il y a une réglementation qui a été mise en place sur la location future des passoires thermiques. Vous n'aurez pas le droit. Bon. Donc, il y a de la réglementation qui va arriver. Et toute la question, c'est de savoir, au sein de l'électorat, parce que c'est comme ça que ça marche, qui considère que quel degré d'effort est souhaitable. C'est ça qu'on va appeler la pertinence. Voilà. Et ça fait l'objet d'1 milliard de débats, et ça sera toujours comme ça, parce qu'il n'y a pas de définition normative. Alors, quelles sont vos propositions concrètes, compte tenu de l'évolution actuelle? Elles font au minimum 3000 pages. Bien, alors, on va passer à la suivante. Elles font au minimum 3000 pages. On a fait une tentative au Shift Project au moment du Covid de faire de l'économie sans économie. Ça s'est appelé le plan de transformation de l'économie française. Alors le plan de transformation de l'économie française, c'est quoi? C'est on regarde le système économique qu'on a aujourd'hui sous l'angle des flux physiques. Vous voyez, pour fabriquer cette veste, j'ai besoin de flux physiques. J'ai besoin de coton qui pousse, ça c'est un flux physique. J'ai besoin d'extraire du pétrole, parce qu'il y a du synthétique dans cette veste. Tous les vêtements synthétiques, c'est du pétrole hein, et du gaz. On a eu besoin de tisser, c'est un flux physique. On a eu besoin de découper, c'est un flux physique. On a eu besoin de transporter, etc., c'est flux physique. Donc l'économie, on la voit, la production, on la voit sous l'angle des flux physiques. Même cette conférence, qui est pour être rangée du côté des services, on ne va rien produire de concret ce soir. Hein. Y a quand même des flux physiques associés. Les gens sont venus jusqu'ici, et puis vous avez commandé des petits fours. J'espère qu'ils sont bons, parce que sinon je m'en vais tout de suite. Donc ça, vous avez aussi des... Il n'y aura pas de pétrole dedans. Alors ça, si, il y aura du pétrole. Du pétrole et du gaz. J'espère pas. Mais vous en aurez, bien sûr. Parce qu'il y a eu à l'amont du tracteur, il y a eu à l'amont du camion pour les amener jusqu'ici. Bien sûr que si, il y a du pétrole partout. Nous vivons dans une baignoire de pétrole. Donc, tous autant qu'on est. Hein. Donc il y a des flux physiques. Et ces flux physiques sont opérés par des machines et des gens. Beaucoup des machines, un peu des gens. En fait, les gens opèrent les machines. Hein. Le métier à tisser, c'est une machine, est opérée par quelqu'un, etc. Et donc, on a pris l'économie sous l'angle des flux physiques et des machines et des gens qui permettent à ces flux physiques d'exister. Et on a dit, comment est-ce qu'on déforme ces flux physiques de telle sorte qu'ils soient compatibles avec une contrainte qui est que les émissions doivent baisser de 5% par an. C'est ça, notre contrainte. Donc ça veut dire que les machines qui utilisent de l'énergie fossile, on doit baisser leur activité. Ça veut dire que les gens dont l'emploi consiste à opérer ces machines à énergie fossile, qu'il s'agisse des chauffeurs de camions, des chauffeurs de bus ou des employés d'une raffinerie, ou des gens qui fabriquent des voitures à essence, eh bien, ils vont devoir progressivement changer d'emploi. Ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels on va avoir besoin de plus de monde. On parlait de l'agriculture tout à l'heure. Dans le plan de transformation de l'économie française, on veut doubler le nombre d'agriculteurs d'ici à 2050, ce qui est très modeste quand on voit le nombre d'agriculteurs qu'il y avait il y a 30 ans. Je ne sais pas, vous ne le savez peut-être pas dans cette salle, mais à la sortie de la guerre, en 1945, vous aviez un tiers de la population active dans ce pays qui était dans l'agriculture. Hein, donc on vient de très très loin. Hein. Et on a remplacé tout ça par des machines. Des tracteurs, des usines d'engrais et des usines de phytosanitaires. Hein. C'est pour ça qu'on a remplacé... Et des camions. Voilà, c'est ça qui a remplacé les agriculteurs. Donc on regarde comment on doit déformer tout ça. Alors les propositions, on les a rangées dans 15 secteurs, qui sont des secteurs qui concernent des usages auxquels nous faisons appel. On se loge, donc il y a un secteur qui s'appelle logement. On se déplace de plusieurs manières. On se déplace au quotidien, on se déplace pour les loisirs. Voilà. On a des marchandises qui se déplacent. C'est un secteur, donc on utilise des marchandises. On achète des produits industriels, on a un secteur qui s'appelle l'industrie. On consomme des services de santé, on a un secteur qui s'appelle la santé. On consomme des services culturels, on a un secteur qui s'appelle la culture, etc. Donc on en a 15 comme ça. Et dans chacun des 15 secteurs, on a fait bosser un groupe de travail de quelques dizaines de personnes, qui incluant notamment des gens du secteur, ou essentiellement des gens du secteur, donc des gens qui vont devoir, enfin qui appartiennent à la population qui va devoir faire, hein,
Et le résultat de notre travail, c'est 15 rapports de 200 pages, pour ça que je vous disais 3000, dans lesquels il y a des constats, des propositions, etc. Et qu'on a tenté de résumer du moins mal possible dans un bouquin qui se contente de 220 pages, ou 250, et qui s'appelle aussi le plan de transformation de l'économie française. Voilà. Donc on a vendu à quasiment 100 000 exemplaires. Là. Mais alors, le mix énergétique idéal? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mix, ça c'est une question de journaliste, on me l'a encore posé cet après-midi. Le mix énergétique idéal, oui, j'étais au Parisien cet après-midi, ils m'ont posé la même question. Donc il n'y a pas de mix énergétique idéal parce que la première chose qu'il faut voir, c'est que le mix énergétique le moins mauvais possible, à défaut d'être idéal, dépend de la quantité d'énergie qu'on veut avoir. Selon qu'on veut avoir 1 ou 25 lave-vaisselle par personne, on n'a pas besoin de la même quantité d'électricité. Et pour produire 1 ou pour produire 25, l'organisation la moins mauvaise n'est pas la même. Donc, il n'y a pas de mix idéal. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'énergie étant par définition même la transformation du monde, c'est ça que ça compte, l'énergie en physique, hein, ça compte la transformation. Une énergie propre, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, puisque, comme vous le savez, être propre, c'est avoir laissé les toilettes dans l'état dans lequel on les a trouvées en entrant, c'est-à-dire d'avoir touché à rien. Alors que l'énergie, par définition, c'est avoir touché à quelque chose, puisque l'énergie caractérise, quantifie la transformation du monde. Donc de l'énergie propre, il n'y en a pas, et souvent ce qu'on appelle énergie propre, c'est des énergies qui sont utilisées à des doses infinitésimales et qui donc conservent des inconvénients infinitésimaux. Et puis si ces énergies doivent être utilisées de manière 100 fois plus importante, on se rend compte qu'elles sont plus propres du tout. Donc il y a le mix idéal du point de vue de l'environnement, c'est un mix dans lequel on n'utilise rien du tout. Ça ne va pas faire votre affaire. Bon. Le mix idéal du point de vue du climat est un mix dans lequel il n'y a plus un gramme d'énergie fossile. Mais ça, ce n'est pas du tout le mix idéal du point de vue de notre pouvoir d'achat. Parce que dans un monde dans lequel il n'y a plus un gramme d'énergie fossile, notre pouvoir d'achat est divisé par 50 à 100. Bon. Donc c'est quoi le mix idéal? Ça dépend de l'époque. Le mix idéal en 2030 et le mix idéal en 2100, ce n'est pas le même. Ça dépend de l'effort de sobriété qu'on arrivera à faire. Voilà. Donc ce qui est facile à caractériser sur l'énergie, c'est les directions dans lesquelles on doit partir. Par contre, donner un point focal en disant ça c'est le monde idéal, c'est vers ça qu'on doit arriver, et du reste, comme on est des gens intelligents, on va y arriver dans 10 ans, ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça. Donc les énergies fossiles, on doit in fine toutes les abandonner un jour, soit pour des raisons climatiques, soit de toute façon parce que les gisements s'épuisent. Et dans ce qui reste, ça va être très contexte dépendant. Donc si vous êtes en Norvège, vous pouvez imaginer un mix idéal dans lequel vous avez essentiellement de l'hydroélectricité et du bois. Pose pas de problème. En Suède, vous pouvez avoir essentiellement de l'hydroélectricité et du bois et rajouter du nucléaire, c'est ce qu'ils ont, et ça pose toujours pas de problème. Si vous êtes en Belgique, l'hydroélectricité Macachoualou, pardonnez-moi, parce que dans le plat pays de M. Brel, des montagnes, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est un pays densément peuplé, donc la densité d'éoliennes qu'il faudrait construire, plus la densité de moyens de stockage, dont on ne sait pas trop bien où il serait du reste, puisqu'il n'y a pas possibilité de faire des barrages réversibles. Voilà, donc en Belgique, c'est quoi le mix idéal? Je ne sais pas. C'est probablement que les Belges aillent habiter ailleurs. Non mais voilà. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question parce que c'est terriblement dépendant du contexte, c'est terriblement dépendant de la situation de départ. Je le répète, quand vous êtes 10 millions d'habitants sur 350 000 km², qu'à des Suédois, et que vous avez plein de montagnes, que vous maîtrisez la technologie nucléaire et plein de bois, mix idéal, c'est ce que vous avez aujourd'hui en gros. Et alors justement, les mix idéaux vont peut-être évoluer puisque, par exemple, on essaie de relocaliser l'industrie en France, donc ça veut dire consommer plus. Et d'un autre côté, quand on voit les pays en développement, on les encourage aussi à être indépendants en créant leurs propres industries ou leur propre tissu économique. Donc, est-ce que ça ne va pas à l'inverse des souhaits qu'on a de moins consommer aussi localement? Alors Jacques Attali, qui a dit beaucoup de conneries, a dit un jour un truc que j'ai bien aimé. Il a dit « Tout le monde pense que l'Europe est l'avenir de l'Afrique, et moi je pense que l'Afrique est l'avenir de l'Europe. » Donc, est-ce que c'est raisonnable de penser que les pays dits émergents vont un jour vivre comme la France d'aujourd'hui et qu'on aura 8 milliards de classes moyennes dans le monde? Ou est-ce que c'est raisonnable de penser que les limites planétaires vont faire qu'assez vite on va se remettre à vivre comme des Africains? Bon, et je pense que la deuxième option est beaucoup plus physiquement réaliste que la première. Ce qui veut dire, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On se place dans un monde infini, il n'y a pas de limite à l'expansion, donc les Africains vont se mettre à tous vivre comme nous et il n'y aura pas de problème. Si, moi je pense que c'est pas ça qui va se passer. La bonne question aujourd'hui, donc, c'est pas tant que vont faire les autres, que qu'est-ce qu'on va faire nous. C'est ça la bonne question. Hein. Relocaliser, oui, mais quoi? On ne relocalisera pas en France l'extraction minière si on n'a pas de mine. Donc en France, on n'a pas de mine de cuivre, par exemple.
Donc relocaliser en France l'extraction du minerai de cuivre et la fabrication du cuivre primaire, on ne va pas relocaliser, on ne peut pas. Il nous reste un bout de mine d'or qu'on a abandonné dans le sud-ouest, là on pourrait réextraire un peu d'or, mais enfin bon, il n'en reste pas tant que ça. On a fermé nos mines de fer, on n'a plus de charbon métallurgique. Donc vous voyez, un certain nombre de trucs, on peut juste pas le faire chez nous. On n'a pas de mine d'uranium. Si, on a un peu d'uranium, je crois, sur le sol français. On pourrait extraire du lithium, ça oui, il y en a en Alsace. Enfin voilà, donc il y a quelques... Et le nickel, il est en Nouvelle-Calédonie, c'est la France, mais c'est un peu loin. Enfin, la France métropolitaine. Donc, on a... et le nickel, vous en avez plein dans les batteries. Hein. Quand on vous parle des batteries lithium-ion, en fait, c'est des batteries qui contiennent, en termes de métaux, beaucoup de nickel, un peu de lithium et un peu de cobalt. Donc, aujourd'hui, vous voyez bien que si on veut relocaliser la chaîne la plus amont de l'industrie, on ne va pas y arriver parce que ça s'appelle la mine, et la mine, elle n'est pas chez nous. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on relocalise? Alors on peut relocaliser des activités manufacturières qui vont plus à l'aval, et ça ne serait pas plus idiot qu'autre chose. On peut très bien relocaliser chez nous de l'industrie textile. Mais les salaires des Français n'étant pas les salaires des ouvriers du Bangladesh, vous paierez vos chemises plus cher. Et donc vous n'en changerez pas tous les 4 matins, et quand elles sont trouées au coude, vous les rapiécerez. Voilà. Et quand les cols sont élimés, comme la moitié de mes chemises, je ne sais toujours pas du reste quoi faire avec mes chemises. Alors je les conserve précieusement, je ne les mets plus parce que je me dis quand même, j'ai l'air d'un peigne-cul. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont une retoucherie. Je ne sais pas comment on fait pour retoucher les cols élimés des chemises. Je me dis, je vais quand même pas jeter une chemise qui a le col élimé. Je ne sais pas quoi en faire. Voilà, aujourd'hui, c'est juste pas quoi en faire. Il paraît qu'on peut en faire des serpillères au travers du relais ou autre. Je préférerais les garder comme chemise. Ça a été découpé pour faire des chemises. C'est pas très commode à utiliser comme serpillière. Donc, mais voilà. Donc ça, oui, physiquement, on peut faire, ça pose pas de problème. On peut relocaliser en France des chaînes manufacturières aval, comme je l'ai dit, et donc dans les trucs qu'on pourrait relocaliser en France, il y a tout ce qui permet de développer l'industrie du vélo. Le vélo et le vélo à assistance électrique sous toutes ses formes fait quand même largement partie de l'avenir de la mobilité individuelle. Avec un vélo électrique, on peut sans gros efforts faire 15 ou 20 km assez facilement, ce qui est inférieur au déplacement quotidien d'une très large partie de mes concitoyens. Ça, c'est un truc qu'on peut faire en France. On peut faire en France, non pas les métaux pour les batteries, mais tout ce qui va derrière. Aujourd'hui, c'est essentiellement la Chine qui s'en occupe. Voilà. Donc oui, on peut industrialiser en France, réindustrialiser. Ça ne demande pas nécessairement des quantités d'énergie faramineuses. Ça peut demander des quantités de travail importantes sans nécessairement demander des quantités d'énergie faramineuses. Ce qui est un très bon message aux coopératives qui cherchent justement à avoir énormément de sociétaires et de personnes sur le terrain qui travaillent non délocalisées. Il y a d'autres domaines dans lesquels on peut relocaliser, entre guillemets, mais là, ça sera plus difficile. C'est par exemple dans l'électronique. Alors même si on doit viser la sobriété numérique, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ébriété numérique, hein, c'est juste, ça n'arrête pas d'enfler. Le métaverse et la réalité virtuelle, ça va augmenter les débits d'un facteur 10, donc ça va juste être des gouffres énergétiques, parce que ça veut dire qu'il faut changer les terminaux, augmenter la puissance des réseaux, augmenter la puissance des serveurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique, c'est 4% de l'empreinte carbone planétaire, c'est-à-dire 2 fois l'empreinte carbone de la France, l'ensemble du numérique. Et alors là-dedans, les émissions, c'est la fabrication de cet écran et de vos smartphones et de vos ordinateurs et des composants de réseau et des serveurs, ça fait la moitié. Et l'autre moitié, c'est le fonctionnement de tout ça. C'est la production électrique qui permet de faire fonctionner tout ça, qui est à 60% fossile dans le monde, gaz et charbon. Donc ça, on peut éventuellement en relocaliser une partie chez nous, mais c'est pareil, ça va pas se faire demain matin, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tous les fondeurs de semi-conducteurs, ils sont taïwanais ou chinois ou américains. Nous, on n'a pas grand-chose. Voilà. Donc il y a des trucs qu'on pourrait relocaliser. Dire que la façon dont le monde est organisé aujourd'hui est quelque chose qui est pérenne et extensible aux gens qui ne l'ont pas encore, je vous dis, malheureusement, ça ne passera pas les limites physiques. Revenons à une dernière question sur l'énergie. La taxonomie européenne a fait rentrer le nucléaire et le gaz il y a 1 an. Est-ce que dans le contexte, notamment sur la question du gaz, est-ce que c'était une bonne idée ? La taxonomie européenne est partie d'un principe qui était... alors je vais être un peu taquin avec vous. En fait, non, pas du tout. Puisque, non, pas avec vous en particulier. J'allais dire avec le monde financier, mais en fait, non, même pas avec vous, parce que vous n'êtes pas un monde financier ordinaire. La taxonomie européenne, elle a été créée pour que les établissements financiers importants puissent embaucher 3 stagiaires et dire qu'ils ont 30% des activités qui vont bien. Voilà, c'est pour ça que ça a été fait initialement. C'est-à-dire que c'est fait pour qu'on dise telle activité c'est bon, c'est pas bon, avec un critère très simple,
Les voitures électriques, c'est bon, les éoliennes, c'est bon, les centrales à charbon, c'est pas bon, etc. Et ensuite, une fois qu'on a compté tout ce qu'on finance du côté qui est bon, on dit, bah voilà, vous voyez, je suis déjà à 30% vert, c'est quand même vachement bien. Et pour compter tout ce qui est bon, vous embauchez 2 stagiaires, ça va bien, parce que vous comptez des voitures électriques, vous n'avez pas besoin de mieux qu'un stagiaire. C'est ça le principe de base de la taxonomie, essentiellement, et c'est pas du tout une méthode qui a été faite pour répondre à la question qui est comment est-ce que je décarbone l'existant ? Parce que vous pouvez très bien ne rien décarboner du tout en rajoutant des voitures électriques aux voitures à pétrole. D'accord ? Si vous rajoutez des voitures... Donc moi, il y a un truc... Le raisonnement en part de camembert ne vous dit pas si vous allez dans la bonne direction. Hein. Si vous buvez une bouteille de whisky par semaine et que vous passez à 1,5 bouteilles de whisky par semaine plus une bouteille de jus d'orange, vous aurez assurément augmenté votre part de boissons saines. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ben, la taxonomie... Et en plus, vous saurez faire des cocktails. Voilà, absolument. En général, c'est plutôt avec la vodka, l'orange, mais c'est pas grave. Ah, désolé, je ne vois pas. Je vous pardonne, vous êtes journaliste. Ça se voit. Donc vous voyez bien que le raisonnement en part de camembert vous dit pas nécessairement que vous partez dans la bonne direction. Donc la taxonomie, c'est pas parce que vous faites 20% de vert que vous partez dans la bonne direction. Si vos 20% de vert, vous les faites en plus des 100% de brun qui ont eux-mêmes augmenté, on n'a rien résolu du tout comme problème. Donc la taxonomie aurait dû considérer qu'il était pertinent tout investissement qui permet à la situation d'arrivée là où vous avez investi d'être mieux que la situation de départ. Voilà. Ça aurait dû tenir en une phrase, la définition de la taxonomie, c'est ça. Sauf que cette définition-là aurait obligé à faire une instruction par investissement, donc les coûts de transaction auraient été beaucoup plus élevés, et là vous en seriez pas sorti avec un stagiaire, enfin pas vous en particulier, mais le monde financier s'en serait pas sorti avec un stagiaire, il s'en serait sorti en embauchant à tour de bras des gens pour faire ce genre d'investigation, ça lui aurait coûté cher, ça aurait été compliqué, donc il a dit c'est pas ça qu'on va faire, on va faire un truc beaucoup plus simple. Voilà, donc la taxonomie, je suis très réservé sur l'effet qu'elle va avoir, l'effet bénéfique qu'elle va avoir. Encore une fois, la vraie intelligence dans cette histoire est de regarder au droit de chaque investissement, de chaque projet, de chaque financement, si le résultat du financement, c'est d'aller dans la bonne direction côté carbone ou pas. J'ai un peu l'impression qu'on en reparlera à la fin. On va passer à côté et on va passer au jeu du vrai-faux. Je vous rappelle la règle. 15 petites questions. Vous répondez maximum en 1 minute. Moins si vous y arrivez. Oui. Bravo. Vous êtes très discipliné. La météo et le climat sont un même sujet. Non. Vous pouvez quand même développer un tout petit peu si vous voulez. Mais... Non. Bien. La biomasse est une solution universelle. Je vais quand même développer en 30 secondes. Météo et climat s'intéressent aux mêmes paramètres, des précipitations, des températures, des nébulosités, etc. Météo, c'est instantané et local. Climat, c'est régional et sur des périodes de temps longues. La biomasse est une solution universelle. Bah non, au milieu du Sahara, il n'y en a pas. Plus exactement, la biomasse, on peut s'en servir pour faire 4 choses qui sont en concurrence d'usage. Se nourrir, avoir des matériaux, du bois, du lin, du chanvre, du coton, avoir de l'énergie, on brûle le bois, on fait des agrocarburants, et lui fiche la paix pour avoir de la biodiversité. Ça n'est pas possible de remplacer une fraction significative des combustibles fossiles par des usages énergétiques sans empiéter de manière excessive sur les 3 autres usages. Si on n'a plus de pétrole, on ne pourra plus produire de plastique et on ne pourra plus produire de bitume pour les routes. Alors on ne pourra plus produire de bitume pour les routes, ça c'est sûr, parce que le bitume est la fraction lourde de la distillation du pétrole qu'on opère dans les raffineries. Il faut savoir qu'au début du pétrole, à l'époque de Rockefeller, tout ce qui nous intéressait dans le pétrole, c'était la fraction lourde et la fraction un peu moins lourde, le kérosène, les huiles et les bitumes, et on jetait l'essence dans les rivières. Alors aujourd'hui, c'est plus vrai. Je suis désolé, j'ai pris 20 secondes pour raconter cette anecdote, j'aurais pas dû. Elle est excellente, vous êtes pardonné. Donc oui, le bitume, on peut pas. Par contre, le plastique, on peut tout à fait en faire avec de la biomasse, mais ça renvoie à la question précédente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire autant qu'aujourd'hui. Il existe 425 bombes carbone en projet qui pourraient à elles seules faire exploser les émissions mondiales de carbone au-delà des 1,5 degré. Alors les 1,5 degré, on va les passer même sans les 425 projets, parce que si on se contente de conserver les infrastructures que nous avons déjà, c'est-à-dire que si on mène à leur terme, à leur fin de vie normale, attendue, les centrales électriques, le parc de voitures en circulation, le parc de camions en circulation, le parc de bateaux et d'avions en circulation, de toute façon, on dépasse les 1,5 degrés.
On n'a même pas besoin d'en rajouter. J'ai une question d'étymologie, vous allez adorer. Sobriété, consommation responsable, décroissance correspondent à une même démarche. Physiquement, sobriété et décroissance correspondent à la même chose, c'est-à-dire que la sobriété correspond à la décroissance des flux. Responsable, ça n'a pas de contenu normatif. Donc voilà. Oui. Bah, oui. Où ai-je la tête? D'ailleurs, dans une de vos interviews, vous ajoutiez quelque chose, c'est que dans la sobriété, on peut quand même avoir une notion d'augmentation d'emploi. Mais je réponds à votre place. Oui, donc, absolument. Voilà. Donc, j'ai regardé vos interviews. Mais ça ne veut pas dire que la rémunération par emploi augmente. Absolument. Je ne vous fais pas dire ça. Vous êtes devenu le gourou de la lutte contre le changement climatique, c'est vrai? J'en sais rien. Ah, ça, c'était pas une option. Bah si, c'est ma réponse, comme disait l'autre. Un mix énergétique 95% ENR pour fin 2050 est possible selon le scénario Négawatt. Eh bien, écoutez, il faut demander à Négawatt et les mettre à ma place comment ils font. Ok, C'est Laurent, évident. tu les appelles? C'est évident que dans... Oui, c'est possible. Pas du tout dans un monde dans lequel la consommation ressemble de près ou de loin à ce qu'on a aujourd'hui. Un monde 100% renouvelable ne pose aucun problème. C'est le monde dans lequel notre humanité a vécu de son origine jusqu'à il y a 2 siècles. Donc ça ne pose aucun problème, hein, un monde 100% renouvelable. Il y a quelques siècles, il y avait des génies sur cette planète. Il y a eu Galilée, Archimède, Newton, Mozart, génie absolu. On n'a jamais refait un compositeur de symphonie il y a 5 ou 6 ans. Voilà. Donc ces gens-là qui étaient très intelligents, pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire un monde dans lequel il y a un amphi dans la maison du BTP avec des sièges confortables, dans lequel on peut mettre 300 personnes, avec des écrans pour projeter, etc., dans un monde 100% renouvelable? Bah, tout simplement parce que physiquement, on ne peut pas. Donc le monde 100% renouvelable, il est possible, absolument, il ne ressemble en rien au monde que nous connaissons aujourd'hui. En rien. Et à 95%, pareil. Il faut construire massivement de nouveaux bâtiments HQE, ou vaut-il mieux rénover? Il vaut mieux rénover. Le recours au marché de compensation carbone permet d'améliorer la situation climatique. Non. La compensation est un terme qu'on s'interdit d'utiliser à Carbone 4. Il y a en fait 3 choses qu'on doit regarder quand on s'intéresse au rapport entre une entreprise et les émissions. On doit regarder son empreinte carbone, les émissions induites, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires pour qu'elles fonctionnent. Donc, dans une banque, vous avez besoin, par exemple, d'ordinateurs, il faut les fabriquer, ça rentre dans l'empreinte carbone de la banque. Vous avez besoin que les gens viennent travailler, ou soit en télétravail, ça induit des émissions, on les compte dans l'empreinte carbone de la banque. Vous avez besoin de temps en temps de faire livrer des cocktails en camion, donc ça compte dans l'empreinte carbone de la banque. Et vous avez également des clients, et donc là, il y a une grande question qui est l'empreinte carbone de vos clients, qui est un problème compliqué dans les calculs. Ça, c'est les émissions induites, et c'est là que vous avez vos risques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est compliqué d'émettre, eh bien, chaque maillon qui est nécessaire à votre fonctionnement actuel, qui a besoin d'émettre des gaz à effet de serre pour fonctionner comme aujourd'hui, peut éventuellement faire défaut, et par ricochet, vous aussi. Hein, donc votre facteur de risque est là. Il y a un deuxième truc qu'il faut compter, c'est ce qu'on appelle les émissions évitées, pour autant qu'il y en ait. Alors les émissions évitées chez vous pourraient par exemple être, vous avez un client qui est dans le BTP, et vous le financez à la seule condition qu'il diminue la taille de ses engins pour faire les mêmes travaux. Ben là, vous avez engendré une baisse des émissions chez lui, et donc votre produit à vous, qui est un prêt, engendre une baisse des émissions chez le client. Ça, là-dedans, on va compter ça dans les émissions évitées. Ce n'est pas fongible avec les émissions induites. Et enfin, vous avez une 3e poche dans laquelle vous pouvez compter quelque chose, c'est le carbone séquestré. Donc là, on va reprendre l'association qui vous a parlé tout à l'heure. Si l'association modifie les pratiques agricoles pour qu'on replante des haies, qu'on fasse de l'agroforesterie et qu'on laboure moins, ça va séquestrer plus de carbone dans le sol et dans les parties aériennes des haies, etc. Et ça, c'est un puits de carbone, mais on ne le défalque pas des émissions induites. Parce que ce n'est pas parce que vous avez augmenté les puits quelque part que vous avez diminué votre risque sur les maillons de votre chaîne de valeur qui émettent et dont vous dépendez. C'est autre chose, ça se compte à part. Donc vous avez 3 poches dans lesquelles il faut compter. Et donc la poche concernant les puits, on appelle ça une contribution. Et ce n'est pas de la compensation. On n'a pas le droit de faire plus et moins égale 0 à la fin et je suis neutre. Il faudrait être plus court sur les suivantes, mais c'était passionnant. Le climat est un bien commun, donc non marchandisable. Oui. Bravo. Je vais quand même prendre 30 secondes. Je vais prendre 30 secondes pour dire 2 choses. Ce qu'on peut marchandiser, c'est l'accès au climat, c'est-à-dire faire payer un prix aux émissions ou les réglementer, les interdire, etc.
Et par ailleurs, la décision de lutter contre le changement climatique ne peut pas être décidée sur un déterminant économique. Comme on ne sait pas attribuer une fonction économique de dommage au changement climatique, ça me demanderait plus d'une minute de vous expliquer pourquoi, mais enfin, en gros, c'est parce que dans la convention économique, les actifs naturels sont gratuits, donc le dommage à un actif naturel vaut 0 par convention. Jamais on ne pourra trouver de justification économique opposable pour dire qu'il faut lutter contre le changement climatique parce que ça coûte moins cher de lutter contre... En fait, c'est les gens qui disent ça reflètent leurs propres convictions. Mais il n'y a pas de calcul opposable qui permette de le dire. Ce qui veut dire que la décision de lutter contre le changement climatique ne peut relever que de l'éthique ou de la morale. Ne peut pas relever de l'économie. Ce qui peut relever de l'économie, c'est la manière optimale de le faire. Mais la décision de le faire, ça ne peut pas être une décision économique. On pourrait créer des carburants synthétiques ou de l'énergie à partir d'algues. Oui, bien sûr. C'est pour quand ? C'est pour tout de suite. Mais si la question, c'est combien pour remplacer combien de voitures, etc., pas beaucoup. Ok. On pourrait aller chercher des ressources sur d'autres planètes. Oui, bien sûr. J'ai fait un petit calcul. La mission Apollo 5 a ramené 400 kilos d'échantillons lunaires. 400 kilos. Elle a coûté en dollars d'aujourd'hui un peu plus de 100 milliards de dollars. Donc ça vous fait la tonne de minerais ramenée de la Lune à 250 milliards de dollars. Est-ce que vous savez combien vaut une tonne de minerai de fer? Non, personnellement, je m'en suis pas occupé. En gros, 1 milliard de fois moins cher. Bon, donc la probabilité qu'on développe une industrie minière sur les astéroïdes qui va remplacer l'industrie... Oui, vous oubliez, quoi. Ok. Dernière question avant ce jeu du vrai-faux. À ce rythme d'augmentation du changement climatique, en 2025, on pourrait voir des feux de forêt dans le bois de Boulogne et dans le bois de Vincennes. Bah, on en a eu cet été en Bretagne. Oui, mais enfin, c'était pas le bois de Boulogne ni le bois de Vincennes. Pareil. Ok. Merci. On applaudit Jean-Marc qui a presque réussi à répondre en moins d'une minute. On va parler maintenant plus largement du réchauffement climatique avec une question sur justement la Constitution européenne est basée sur la croissance. Donc comment l'Union européenne peut-elle intégrer la sobriété nécessaire ? Faut poser la question à Mme von der Leyen. J'en sais rien, moi. Je pense que l'Europe s'est mise dans un corner avec cette histoire. Je ne sais pas s'il existe une autre constitution au monde qui dit que le pays vise la croissance. Mais je ne suis pas sûr. Mais l'article 3 du traité de Lisbonne, c'est-à-dire la Constitution européenne, dit que nous visons la croissance, hein, que c'est ça qu'il faut qu'on obtienne. Ça explique pourquoi toutes les constructions que vous allez avoir en provenance de l'Union européenne relèvent de la croissance verte. Vous n'avez que ça. Alors, Ségolène Royal l'a très bien fait chez nous aussi, hein. Mais ça relève essentiellement de ça. Je ne sais pas comment est-ce que l'Europe va faire pour se sortir de cette instruction qu'elle s'est donnée à elle-même. Je vous avoue que je n'ai pas la solution aujourd'hui. Alors justement, comme il n'y a pas de solution, il faudrait peut-être envisager une gouvernance pour mettre en place ces solutions. Qu'est-ce que vous avez comme norme de gouvernance nationale, mondiale, européenne, peu importe, mais en tout cas pour mettre tout le monde au même diapason ? On ne mettra jamais tout le monde au même diapason parce que les géographies ne sont pas pareilles, parce que les cultures ne sont pas pareilles, parce que les origines ne sont pas pareilles. Donc jamais les Américains accepteront de consommer comme des Maliens. Je ne vois pas que... Ils y arriveront peut-être un jour, c'est peut-être ce qui va se passer. Mais pas délibérément, c'est absolument évident. Et même si vous vouliez que les Français consomment comme des habitants du Bangladesh, je pense que je ne sais pas qui dans la salle aujourd'hui est prêt à le faire. Donc la question de la gouvernance mondiale, pour moi, elle ne se pose pas tant. Je ne crois pas qu'on va arriver à une gouvernance mondiale. En fait, il n'y a pas de maître du monde. Hein. Depuis le traité de Westphalie, chacun est maître chez lui. Et donc, vous savez, le traité de Westphalie, c'est celui qui a instauré la souveraineté des États. Donc, il n'y a pas de maître du monde, ou plus exactement, le maître du monde, c'est le plus puissant du moment. Voilà, c'est lui, ou les maîtres du monde. Donc ça veut dire que les seuls leviers d'action auxquels on peut penser, c'est les leviers d'action qui sont à notre portée, c'est-à-dire en France, nous-mêmes, l'État français, et la construction supranationale sur laquelle on peut avoir un peu d'influence quand même si on s'en donne la peine, qui est l'Europe. Voilà, c'est à ces niveaux-là qu'il faut agir. Alors justement, moi, ma théorie qui me préoccupe toujours beaucoup, c'est cette théorie des horizons dont on avait parlé en préparant cet entretien. C'est comment faire changer les mentalités entre je ne veux rien changer à court terme parce que je vis un confort, plutôt que de changer pour un long terme qui est complètement incertain.
Donc, comment est-ce qu'on peut faire changer les mentalités, sachant que vous aviez dit dans une de vos interviews à nouveau qu'il faut compter au moins 1 à 2 générations pour faire un changement de comportement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cette accélération et faire accepter aujourd'hui que les personnes changent de comportement pour un avenir incertain ? Ça renvoie à la première question que vous m'avez posée, qui renvoie du reste à un bouquin de Hulot qui s'appelait « Combien de catastrophes avant d'agir ?» C'est finalement quelque part la même question. Je crois qu'on va avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord pour faire des efforts titanesques pour éviter un risque qu'on n'est pas capable de caractériser. Donc je pense que malheureusement, on va devoir attendre de se prendre quelques claques. Là, on a commencé à en prendre. Elles ne sont peut-être pas assez violentes, à mon avis, pour qu'on bouge vraiment. Le seul problème, c'est que compte tenu de l'inertie du système climatique, quand on commencera à vraiment bouger, la seule garantie qu'on aura, c'est que ce sera pire derrière. Il faut bien voir ça. Après arrêt des émissions, il va falloir attendre plus de 10 000 ans pour que le surplus de CO2 qu'on a créé dans l'atmosphère disparaisse. Les océans vont continuer à monter pendant plus de 10 000 ans, après arrêt des émissions, de toute façon. L'équilibrage des écosystèmes avec les nouvelles conditions climatiques va mettre des siècles. C'est-à-dire que pendant des siècles, les espèces installées vont continuer à dépérir. Tout ça de façon totalement irréversible. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que comme on est des animaux gouvernés par nos sens, tant qu'on n'a pas le problème là, on ne fait rien. Et le jour où on l'aura là, ça sera trop tard pour éviter de souffrir pour une bonne partie des conséquences. Voilà. Et je n'ai pas trouvé la martingale pour lutter contre ça. Alors, en plus, quand on regarde les tendances actuelles entre la 5G, la création du métavers, même dans la créativité et l'innovation, on voit des choses de plus en plus consommatrices d'énergie et donc potentiellement de réchauffement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut interdire certains développements ? Je ne sais pas, demandez à tous vos sociétaires d'initier une pétition en disant que c'est une connerie. Très bonne idée. Non, mais on va l'envisager. Ce que je pense. Okay. Alors, je pense plus exactement qu'on est en train de gaspiller des ressources pour des gamineries, ressources que nous n'aurons plus. En métaux. Oui, en métaux, en énergie, en temps. Le seul truc qui n'est pas réversible, c'est la flèche du temps. Donc, une fois qu'on a épuisé notre crédit temps à nous occuper de bêtises, on n'a plus notre crédit temps pour nous occuper de choses importantes. C'est absolument évident. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, on est dans l'une des difficultés qu'on a, c'est que les démocraties sont pilotées par des élites urbaines qui sont coupées des flux physiques sous-jacents qui permettent à la société de vivre. Par ailleurs, quand vous êtes au pouvoir, vous êtes considérablement isolé de vos concitoyens. Je veux dire, c'est pas la vraie vie de se balader dans une voiture avec chauffeur et d'être servi à table en permanence. Pas la vraie vie. Dans les trucs qui seraient un peu utiles, c'est que par exemple, nos chers ministres se déplacent en train, en métro, à vélo, comme tout le monde, et soient pris dans les bouchons. Et là, c'est pour la valeur d'exemplarité. Non, c'est même pour le fait que ça rapprocherait leur sens de l'appréhension du contexte. Okay. Oui, c'est juste ça, quoi. Rien que pour ça. Donc et c'est pareil pour les dirigeants économiques, et c'est pareil, etc. Donc on est dans un monde urbain coupé des réalités physiques de terrain, j'ai envie de dire. Ce qui est aussi une explication de l'effet retard avec lequel les décisions se prennent, parce que les gens qui ont la charge de prendre des décisions, c'est les derniers qui sont touchés par l'évolution en cours. Ça touche tout le reste avant de les toucher eux. Mais en même temps, il faut qu'on ait un accompagnement social pour justement ces personnes qui vont être touchées en premier et qui n'ont pas voix au chapitre. Et d'un autre côté, il faut absolument trouver les moyens de les accompagner, de les former. Et il va y avoir des nouveaux emplois qui vont se créer. Donc, dans ce que vous nous dites, vous dressez un tableau assez noir, mais en même temps, il y a quand même dans les perspectives de cette évolution des choses positives comme la création de nouveaux emplois. Oui. Alors, c'est pas parce que le tableau est noir qu'il faut rien faire. Donc là, vous m'avez posé la question qui est, est-ce qu'on pourra revenir en arrière et est-ce qu'au moment où on commencera à trouver la situation insupportable, on pourra corriger le tir? Alors je vous dis, sur le climat, non, on ne pourra pas. Et sur l'énergie, on ne pourra pas non plus vraiment, parce qu'une fois qu'on sera dans une récession structurelle, parce qu'on aura le déclin des fossiles et qu'on n'aura pas suffisamment anticipé le truc, c'est pareil, on ne corrigera pas le tir. Et donc, on n'est pas du tout à l'abri d'une évolution à l'italienne, voire pire, dans les années qui viennent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille rien faire, parce qu'en fait, le seul antidote, quelque part, c'est justement de faire.
Donc, dans le plan de transformation de l'économie française, c'est résolument un plan d'action. On propose une action. On a par ailleurs au Shift Project, il n'y a pas longtemps, démarré un projet qui s'appelle Stratégie de résilience des territoires, dans laquelle on essaye de proposer aux élus locaux et à leur administration une méthode pour rentrer dans la double contrainte, conséquence du changement climatique, stress énergétique. C'est aussi une invitation à l'action. Donc je ne suis pas du tout opposé à l'action, au contraire, de toute façon il n'y a que l'action qui permette de mettre du sens à la vie et d'avancer. Mais j'étais juste à répondre à la question qui est est-ce que ça va être rock'n'roll? La réponse est oui. Ok. On va revenir sur le petit format court, d'accord par d'accord, et ensuite on va enchaîner avec des questions. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Des micros vont passer dans la salle et... Retour au format court, mais toujours avec un léger développement, s'il vous plaît. Il faut remettre en place les quotas d'importation de biens, comme autrefois les voitures dans les années 90, où on n'avait pas le droit d'importer de certains pays, ou peut-être qu'il faut généraliser les écotaxes, comme ça a été fait pour le transport aérien. Que pensez-vous de ces solutions ? Alors, sans rentrer dans le détail des solutions à adopter, il faut refaire du protectionnisme intelligent, c'est absolument évident. Vous ne pouvez pas faire de politique industrielle à long terme sans faire de protectionnisme. C'est pas possible. Et les écotaxes ? Ça peut en faire partie. Après, vous avez plein de manières de faire du protectionnisme. Vous pouvez le faire par la norme, vous pouvez le faire par la taxe, vous pouvez le faire par l'interdiction. Enfin, il y a plein de manières de le faire. On entend de plus en plus de personnes qui disent compte tenu de l'évolution du monde, je ne veux plus avoir d'enfants. Donc, faut-il vraiment limiter la naissance d'humains ? Faut-il limiter la naissance d'animaux à consommer ? Et faut-il limiter même la naissance d'animaux de compagnie ? C'est plus facile de répondre aux deux dernières questions qu'à la première. Vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Parce que faut-il limiter les naissances ? En gros, qui serait chargé de les limiter ? Les politiques dans lesquelles... Ça a toujours été plus... C'est de l'autolimitation quand même. Oui, c'est ça, c'est de l'autolimitation. Donc est-ce qu'il faut inciter les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants à en avoir ? Non. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'il faut inciter les gens du reste qui veulent avoir des enfants à ne pas en avoir ? C'est aussi pas très simple. Hein. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde aujourd'hui... voilà. Et dernier point, est-ce qu'il faut essayer de rendre espoir à tout le monde ? La réponse est plutôt oui, nonobstant ce que j'ai dit juste avant. Sur la partie animaux de compagnie, moi j'aime bien les oiseaux, donc j'aime moins les chats. Je vais me faire des ennemis dans la salle. Et j'aime surtout pas les chats du voisin qui viennent se balader chez moi alors j'aurais rien demandé. Donc ça, je serais pas totalement contre. Sur l'impact carbone, je pense pas que c'est non, mais ça, sur l'impact biodiversité, c'est pas complètement ridicule. Alors tant qu'ils bouffent des souris, ça me va très bien, mais les oiseaux, j'aime moins. Là, les oiseaux et les chauves-souris, j'aime moins. Il faut savoir qu'une partie de la viande mangée par les chats et les chiens, c'est de la viande que pourraient manger les hommes. Hein, c'est pas juste de la peau de poulet dégueulasse, des os broyés et je sais pas quoi. Hein. C'est de la viande que pourraient manger les hommes. Je le sais pour avoir discuté avec la dirigeante d'une des usines, enfin d'une des entreprises qui en France fabrique de la nourriture pour animaux. J'étais persuadé. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? C'est parce qu'autrefois ce n'était pas le cas. Mais parce qu'ils et sont des délicats. Personnes âgées ont délicat, commencé à manger des pâtés pour chiens et chats et s'empoisonner. Donc non, la raison c'est que ces petites bêtes sont devenues délicates et que par ailleurs on a la flemme d'aller chez le boucher et de demander de la viande pour animaux. Moi j'ai eu un chien quand j'étais jeune, on allait chez le boucher chercher des déchets en fait, hein, de la viande pour animaux, et là c'était vraiment des déchets, de la graisse, de la peau, des machins, enfin des trucs comme ça, et on lui mélangeait ça avec des pâtes quoi. Bon. Aujourd'hui les croquettes, parce que c'est quand même bien pratique, contiennent de la viande, j'insiste, qui pourrait être mangée par des hommes. Sur la partie naissance, pour répondre là-dessus, alors au niveau planétaire, c'est beaucoup plus facile de répondre quand on parle globalement. 8 milliards d'individus qui voudraient devenir des classes moyennes françaises, ça passera pas. Donc c'est clair que moins on est nombreux autour de la table de repas, et plus c'est simple pour les gens qui y sont déjà. Voilà, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit, je vous ai rien dit. Non mais... C'est quand même une info. Le capitalisme n'est pas compatible avec l'écologie. Ah, alors ça, j'en sais fichtre rien.
Quand on regarde historiquement, le régime soviétique n'a pas été spécialement tendre avec l'environnement, il était même particulièrement productiviste. Les communistes en France ont toujours été très très productivistes, et Stakhanov du reste était communiste. Donc l'idée que c'est juste le capitalisme qui est responsable de tous nos maux, je dis que quand on regarde l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça, et donc j'ai pas de conclusion arrêtée sur la question. Il y a un énorme projet en Arabie Saoudite qui s'appelle Neom, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, j'ai vu une espèce de barre d'immeuble. 170 km. Oui, oui. Qui est considéré comme une invention considérable, puisque neutralité carbone construite, il n'y aura aucune voiture, je ne pense pas trop d'espace vert vu le lieu. Est-ce que vous croyez que ce type de création complètement hors norme a du sens par rapport à justement la consommation, les émissions de carbone ? Alors c'est en direct lien avec la question précédente, quelque part pour moi, parce que ça prouve que quand on a trop d'argent, de temps en temps, on le dépense dans des conneries pour passer le temps. Je ne suis pas candidat à aller habiter là-bas, en tout cas, ça c'est sûr. Non, c'est pas très pop. Justement, à propos de pop... Incidemment, ça ne peut pas être neutre en carbone. J'ai dit tout à l'heure que en fait, la neutralité carbone au niveau d'un projet ou d'une entreprise, ça ne peut pas exister. Vous n'avez pas le droit de faire plus et moins en disant « moi j'ai craché plein de CO2 avec l'acier et le béton pour construire l'immeuble, mais j'ai financé des gens qui plantent des arbres je ne sais pas où, dont je ne sais pas s'ils seront toujours vivants dans 30 ans du reste, et donc je fais plus et moins et je suis neutre ». On n'a pas le droit de faire ça. Une dernière question par rapport à votre culture cinématographique. Nous vivons déjà le film Don't Look Up. Vous l'avez vu ? Bien sûr que je l'ai vu. Bon ben voilà. Alors. Vous voulez qu'on resitue ce qu'est ce film ? Oui. Alors, Don't Look Up, c'est un film qui est sorti il y a quelques mois, 6 mois à peu près, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, parce que vous passerez un moment intéressant. Et puis, pour la moitié féminine de l'assistance, il y a DiCaprio dedans. Et pour la moitié masculine, il y a une actrice dont je ne me souviens plus le nom, mais qui est sympa aussi. Et c'est l'histoire d'un groupe de scientifiques qui essayent d'alerter le gouvernement américain sur... Pardon, Meryl Streep. Il y a Meryl Streep notamment, mais la jeune. C'est pas le même âge alors. Non, mais il y en a 2 autres là qui sont. On révisera. Je me rappelle plus comment s'appelle la collègue de DiCaprio, mais. Voilà. Et donc c'est un groupe de scientifiques qui a découvert une comète qui s'apprête à faire un pacte avec la Terre. Et donc ils savent que si la comète tombe sur la Terre, ça va éradiquer toute la population. Et ils essayent d'alerter le monde politique pour que le monde politique prenne des décisions prenne des bonnes décisions pour essayer d'éviter l'impact. Bon, évidemment, ils n'y arrivent pas. Mais le film est un récit extrêmement savoureux du dialogue impossible qu'il y a entre des gens qui détiennent un savoir technique ou scientifique concernant un danger absolument crucial, enfin capital, et un monde politique qui n'est intéressé que par des frivolités de court terme. Tout rapport avec une situation existante ou ayant existé est évidemment voulu. Et donc ça rappelle malheureusement, en tout cas moi, ça me fait écho sur plein de situations que j'ai vécues, de dialogue avec des décideurs ou le monde politique, où on a l'impression d'être pris au choix pour un excité, un fou ou quelqu'un qui a une lubie du moment, quoi. Est-ce qu'on serait encore dans cette situation-là ou oui. Vous pensez OK. Oui. Allez parler à Monsieur le maire de réchauffement climatique, vous allez voir, oui. Il s'en fout comme de l'an 40. Et même Macron s'en fout comme de l'an 40, globalement. Alors, comme personne ne s'en fout ici, on va donner les micros à la salle pour que vous puissiez, vous aussi, poser des questions en direct. Je préviens que j'ai une règle. Je ne prends pas 2 questions d'affilée du même sexe. Je préfère vous prévenir avant qu'après, quoi. Est-ce qu'il y aurait une femme avant moi à ce moment-là, s'il vous plaît ? Alors, il y en avait une en même temps que vous. Eh bien, je lui donne la priorité. C'est pas une question. Non, mais elle va arriver. Alors, il faut rendre le micro. Bonjour, Caméra de l'association Pic Pic Environnement, éducation populaire. On a travaillé avec les bénévoles du Shift
sur justement comment vulgariser vos messages. Bonjour à tous. Moi, j'ai vraiment un souci très très profond pour justement les quartiers populaires qui subissent la triple peine, ceux qui émettent le moins, ceux qui sont le plus impactés et ceux justement à qui on donne le moins de moyens pour réagir. Et je ne sais pas si vous voulez nous en dire un mot justement là-dessus. Je sais que c'était peut-être l'un des maillons faibles du Shift, c'était peut-être les actions vers ces quartiers populaires, où là on voit que les actions prioritaires, par exemple autour de la mobilité, allaient les impacter directement, puisque mettre en place une ZFE, une zone faible émission, où les voitures critère 3 ne pourront plus circuler, ça veut dire que un tiers, si ce n'est la moitié des gens, ne pourront plus aller au travail. Donc voilà, il y a vraiment cette problématique très forte des quartiers populaires qui émettent moins, sont très impactés, et à qui on ne donne pas les moyens de pouvoir réagir. Et tout à l'heure, Madame Moret, vous aviez dit comment former les gens. Peut-être qu'il faudrait retourner la situation. C'est peut-être les quartiers populaires qui pourraient former d'autres personnes à la résilience. Et enfin, voilà, quelle est votre réaction, Monsieur Jancovici? Merci beaucoup. La situation, alors moi, je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses à toutes les situations de détail qui peuvent se présenter. Ce que j'ai envie de vous dire, ça tient avec plusieurs éléments. Le premier, c'est que, en fait, on ne pourra gérer au moins mal ou au mieux l'évolution globale du pays que dans un contexte dans lequel on a les idées à peu près claires sur ce qu'on fait sur une période un peu longue. Donc aujourd'hui, on est plutôt à courir dans l'urgence, à mettre des rustines un peu partout. Et donc les gens, on dit on va faire user des feux. Les gens qui ont des vieilles voitures disent ah mais nous on peut pas circuler. Alors on essaye de faire quelque chose en bricolant. En même temps qu'on leur dit qu'ils pourront plus circuler, on leur subventionne l'essence. Enfin, tout ça n'est pas très lisible. Dans les choses qu'il faudrait essayer de faire basculer, il y a en ce qui concerne les gens qui ont une mobilité de type urbain ou périurbain. Il y a probablement tout un tas de gens à qui on pourrait donner des moyens de se déplacer autrement qu'avec ce qu'ils utilisent actuellement. Donc, par exemple, tous ceux qui sont candidats à passer de leur voiture, pour autant qu'ils se transportent qu'eux-mêmes, qu'ils n'aient pas qu'un utilitaire, qui soient d'accord pour passer de leur voiture au vélo électrique, on pourrait décider de leur payer le vélo électrique. Voilà, par exemple. On pourrait décider, la collectivité pourrait très bien financer ça. On pourrait décider de financer avec le moyen qu'ils ne se le fassent pas voler ni au départ ni à l'arrivée. Donc, ça veut dire aussi financer des infrastructures de parking. Au départ et à l'arrivée. Ça veut dire éventuellement qu'on peut mettre en place des instances de voitures partagées. Donc on peut dire pour 4 voitures pourries que je supprime, la collectivité en paye une à se partager à 4 personnes pour les déplacements. Voilà, donc on pourrait imaginer un certain nombre de choses. Alors là, je vous fais des suggestions, je ne sais pas si elles sont idiotes ou intelligentes. Il faut évidemment discuter avec les gens concernés et voir comment est-ce qu'on arrive à s'organiser pour faire des choses qui vont à la fois dans le bon sens question carbone et dans le bon sens pour garantir ou conserver une mobilité qui est nécessaire. Il y a un autre sujet dans les quartiers populaires qui est absolument essentiel, c'est l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, le premier droit de ces gens-là, c'est d'avoir un emploi. Bon. Donc là, il y a aussi la question de savoir comment est-ce que ces gens-là peuvent accéder à l'emploi dans un monde qui se modifie et dans lequel on fait moins de voitures, plus de ceci, plus de cela, etc. Aujourd'hui, c'est quand même l'emploi et la formation sont quand même les parents pauvres des grands plans de transition. On dit qu'on va mettre des milliards, mais on ne sait pas trop pourquoi faire, ni pour former qui, ni pour former à quoi. Je vais prendre un exemple. Alors, ça concerne peut-être pas la population à laquelle vous vous adressez, mais qui est la rénovation du bâtiment. J'ai fait, vous avez compris que j'adore les règles de 3, donc j'en ai fait une autre qui est pour rénover 1 million de logements par an. Il faut en gros faire, ça tombe bien, on est dans la maison du BTP, il faut faire rentrer dans la profession du bâtiment, où il y a aujourd'hui 450 000 artisans, il faudrait augmenter de 200 à 400 000 les effectifs. Bon, on ne va pas trouver ça sous le sabot d'un cheval. Ça intéresse peut-être une partie des gens auxquels vous vous adressez. Encore faut-il, pour qu'ils soient capables de passer d'une envie à un métier, qu'il y ait des filières de formation, de l'accompagnement, etc. Donc il y a tout un tas de... Mais tout ça devient... comment dire ? Tout ça peut s'articuler dans un plan d'ensemble, mais aujourd'hui, en fait, on n'en a pas. Donc tant qu'on n'a pas de plan d'ensemble, je le redis, on bricole à l'échelle locale, avec au bon vouloir des élus locaux et des associations et des citoyens qui s'organisent comme ils peuvent, oscillant entre bonnes initiatives et protestations sur des problèmes qui ne sont pas coordonnés ou dont la résolution n'est pas coordonnée avec le reste. Il y a un dernier point important, alors celui-là il va vous faire moins plaisir, mais quand même, un dernier point important, c'est que je fais partie des gens qui pensent qu'une Île-de-France à 10 millions d'habitants, ça ne survit pas dans un monde à l'économie sobre, enfin à l'énergie sobre, parce que ce qui a fait les très grandes villes, c'est à la fois la très grande quantité d'emplois de services
qui ne peut arriver que dans un monde où l'énergie est très abondante. On essaye d'expliquer ça dans le monde sans fin. On essaye d'expliquer pourquoi en fait un emploi majoritairement de services, en fait, ça ne marche que si c'est porté par un parc de machines sous-jacent extrêmement important qui crée des flux dans tous les sens. Et par ailleurs, une grande ville ne peut vivre qu'avec plein de camions et de bateaux pour l'approvisionner en nourriture, en vêtements, en meubles, et évacuer ses déchets, etc. Donc il y a un autre sujet qui est encore plus à la racine, qui est quelle est la bonne taille de l'Île-de-France dans un monde où la consommation d'énergie aura été divisée par 5 ? Et ma réponse, c'est que c'est sûrement pas 10 millions d'habitants. Sauf que les gens auxquels vous vous adressez, on ne va pas les déménager de force. Donc la bonne question aussi, c'est est-ce que là-dedans, on ne peut pas en trouver qui, s'ils étaient correctement accompagnés, seraient d'accord pour aller s'installer ailleurs, pour y faire un métier qui lui ferait sens. Voilà. Donc toutes ces questions-là aujourd'hui ne sont pas posées, donc pas traitées. Et elles ne peuvent à l'évidence se poser et se traiter que dans le cadre d'un truc un peu planifié dans l'ensemble, où on a les idées un peu claires sur ce qu'on va faire, non pas à l'horizon de 3 ans, comme le font trop souvent les élus, mais à l'horizon plutôt de 30. Monsieur, on vous rend le micro. Oui, on est un peu sous le choc après ce que vous nous avez expliqué. La femme à qui vous avez passé le micro très obligeamment m'a dit qui elle était, et ça m'intéresse de savoir qui vous êtes. Lionel Rinfret, président de France Active, le financeur de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Voilà, pour l'Île-de-France. Donc, on est un peu sous le choc parce que le constat est terrible. Il est connu en même temps, mais ça fait toujours du bien de le réentendre. Moi, j'entends par-ci par-là que la technologie pourrait nous sortir. Ça, c'est, vous savez, le point de vue toujours. Voilà, je ne sais pas si vous le partagez. Moi-même, j'ai des doutes en la matière, mais je pose la question. De façon naturelle, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont là, elles sont dans l'atmosphère. Une partie peut être captée, je crois que c'est à peu près un tiers par les océans et une bonne partie aussi par les forêts. En tout cas pour ce qu'il en reste si on continue la même politique. Donc disons qu'il reste 50%. Est-ce que vous pensez que la technologie peut, dans les 20 ans à venir, servir à capter ces gaz à effet de serre, à les transformer et voilà, à les stocker ailleurs, mais à sortir du climat cette menace effrayante? Alors, la réponse très courte est malheureusement non. Le CO2, une fois qu'on l'a mis dans l'air, le CO2 est une molécule chimiquement inerte. Le CO2, c'est un oxyde, un dioxyde de carbone. Tous les oxydes sont des molécules chimiquement inertes sur Terre. Ça veut dire qu'une fois que ces molécules sont sous forme d'oxyde, elles restent sous forme d'oxyde aussi longtemps que vous n'amenez pas de l'énergie pour en faire autre chose qu'un oxyde. Elles ne peuvent pas spontanément réagir avec d'autres molécules. Voilà, elles restent sous forme d'oxyde. Donc le CO2, une fois qu'il est dans l'air, est une molécule chimiquement inerte qui est effectivement reprise par les océans par dissolution, ou par les plantes, par photosynthèse, mais pour ça, il faut de l'énergie, puisque la photosynthèse, ça ne marche pas bien dans le noir, comme vous le savez. Il faut l'énergie du soleil, il faut un photon, c'est pour ça que ça s'appelle photosynthèse. Le CO2 est par ailleurs dilué à hauteur de 0,04% dans l'air. Donc si vous prenez une molécule qui est chimiquement inerte, diluée à 0,04%, dans un milieu qui est par ailleurs très peu dense, parce que l'air c'est très peu dense, vous allez devoir dépenser une quantité d'énergie absolument faramineuse pour retirer une partie de ce CO2 de l'air. Alors il se trouve que les arbres utilisent une quantité d'énergie absolument faramineuse, puisque l'énergie de la photosynthèse, c'est plusieurs fois l'énergie utilisée par les hommes. C'est réparti évidemment sur 25% des terres émergées, là où vous avez les forêts, mais ça met en œuvre une quantité absolument considérable d'énergie. Si on voulait faire ça avec nos petits bras musclés, avec des aspirateurs à CO2, il y en a un qui a fait le buzz dans la presse il n'y a pas longtemps, là, qui a été installé en Islande. Alors ça, c'est l'incarnation parfaite du fait que le monde du capital risque croule sous le pognon et ne sait pas quoi faire de son argent. Donc, il a notamment, il a mis 3 sous dans ce gadget. Là. J'ai fait un calcul d'ordre de grandeur. Si on voulait utiliser des aspirateurs à CO2 de cette nature-là, pour retirer chaque année de l'atmosphère le CO2 qu'on y met, il faudrait qu'on utilise pour ça la totalité de l'électricité mondiale et la totalité du pétrole mondial. Donc on aurait fait un système de Shadok parfait dans lequel on utiliserait la totalité de l'énergie dans le monde, ou à peu près, pour sortir de l'atmosphère le CO2 utilisé par la totalité de l'énergie. Bon, du coup, vous voyez bien qu'il n'y a plus 1 kWh pour faire un vêtement ou pour faire avancer un tracteur.
Donc la réponse, malheureusement, c'est non. On ne sortira pas facilement de l'atmosphère le CO2 qu'on y a mis. C'est essentiellement irréversible. Une autre question, ce sera un monsieur, à part si une femme se dévoile. Non, c'est pas un monsieur, c'est impossible. Alors? Donc c'est soit une femme, soit le cocktail. Oui, Marie-Geneviève Lantaigne, dans une SIC de production d'énergie verte, photovoltaïque. Mais ce n'est pas l'objet de ma question. Vu le tableau que vous présentez, et que malheureusement je partage grandement, notamment dans le fait que vous êtes bien obligé de répondre non à beaucoup de questions de fuite, etc., pour croire qu'on va s'en sortir un peu facilement, quid de la tendance aujourd'hui à des gouvernements autoritaires qui aujourd'hui, on est en général tous d'accord pour dire qu'on n'a envie ni de Poutine, ni du Brésil, ni de Bolsonaro et avec ce qu'il fait à l'Amazonie, mais en même temps, vu les enjeux aujourd'hui, comment faire pour éviter que dans nos démocraties, on ne soit pas obligé d'en passer aussi par des gouvernements autoritaires pour arriver à infléchir le mode de développement auquel nous devons tourner le dos. C'est un vrai risque. Mon sentiment, c'est qu'en ligne de pente, malheureusement, c'est-à-dire si on ne prend pas le problème à bras-le-corps, ce qu'on risque, c'est effectivement d'avoir, par montée des populismes, tout simplement, hein, parce que un système qui devient de plus en plus contraint dans un monde dans lequel on ne comprend pas bien ce qui se passe et où en plus on fait des promesses en permanence qui ne se réalisent pas, genre la croissance reviendra l'année prochaine, etc. C'est un monde dans lequel vous courez, l'histoire nous le montre, un grand risque qu'il y ait une fracture qui fasse émerger un populisme ou pire. Donc la bonne manière d'échapper à ça, c'est d'avoir un projet qui mobilise l'essentiel de la population et qui soit plus intéressant que cette affaire de populisme. Alors ça passe par deux choses. Ça passe par le fait qu'une fraction importante de la population partage un même projet. Donc ça renvoie à la question qui m'a été posée tout à l'heure, qui est qu'est-ce qui est pertinent ? Ça renvoie exactement à cette question. Donc il faut qu'on soit très nombreux à avoir la même définition de ce qui est pertinent. Et la deuxième chose, c'est que ça suppose des gens qui soient capables de porter ce projet à tous les étages. Donc c'est pas juste un nouveau De Gaulle. De Gaulle, il a existé parce qu'il y avait aussi les étages intermédiaires. Hein, De Gaulle, sans Leclerc, sans les colonies, sans les Anglais, sans ceci, etc., il serait allé nulle part. Hein. Donc ce qu'il faut aujourd'hui essayer d'avoir le plus vite possible, c'est une espèce de consensus au sein d'une partie de la société civile sur un plan dans lequel il y aura effectivement des efforts à faire, mais ces efforts, on les consentira ou on les acceptera parce qu'on les jugera de nous-mêmes nécessaires. De toute façon, il va y avoir une part d'effort dans l'avenir. Et le choix qui nous incombe aujourd'hui, c'est entre les efforts qu'on accepte de s'infliger à nous-mêmes de façon un peu choisie et de façon un peu collective, et les efforts qu'on serait amené à subir, parce qu'à un moment, il y a une explosion sociale et il y a un régime autoritaire qui se met en place, et à ce moment, on subit les efforts qu'on nous demande de subir. Ça devient un peu différent. Mais il se pose derrière la question de la coordination quand même. Oui, ça se pose. Tous ces échelons. Alors, la coordination est beaucoup plus facile si on est tous d'accord sur le projet. D'accord ? Si demain matin, au sein du crédit coopératif, vous avez 10% des effectifs qui pensent qu'il faut prêter qu'aux fabricants de vêtements, puis 10% qui pensent qu'il ne faut prêter qu'aux pizzerias, puis 10%, etc., vous avez un peu de mal à avoir de la coopération au sein du crédit coopératif parce que vous ne serez pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Si vous êtes tous d'accord sur le fait que vous devez prêter à un certain type de clientèle, à ce moment, vous pouvez vous organiser collectivement et avoir de la coordination. Donc la coordination, elle résulte assez naturellement du fait qu'on partage un objectif commun. Hein, je pense que le début de l'histoire, il est vraiment là. Il est dans le fait de partager un objectif commun. Donc ça renvoie vraiment à votre première question, qui est qu'on ait la même définition, en gros, de ce qui est pertinent. Bonjour, je m'appelle Olivier Renaud, je fais partie du comité exécutif d'une entreprise d'informatique qui essaie de faire de l'informatique plus sobrement. J'aimerais vous poser une question personnelle en fait. Aurélien Barraud disait aux universités, que vous avez invité en juin dernier, elle répondait à la question que faut-il faire ? Il répondait, il faut justement, on fait trop, il faut faire beaucoup moins.
Et tout à l'heure, vous avez posé la question et vous étiez résolument dans l'énergie de faire. Et j'aimerais vous poser la question, où est-ce que vous trouvez cette énergie de faire? Et est-ce que, avec votre énergie, vous ne contribuez pas à entretenir un système en essayant de l'accompagner dans sa transformation plutôt que de le laisser mourir, tout simplement? Alors le problème, c'est que si on laisse mourir le système aujourd'hui, on laisse mourir une partie des gens qui sont dedans. Donc je ne sais pas si c'est une proposition qui recueillera une très grande adhésion. Enfin, ça dépend. Si c'est mon voisin qui laisse aboyer son chien en permanence, peut-être que c'est plus facile. Non, pardon. Alors moi, j'ai la chance, par rapport aux gens qui reçoivent le discours, d'être déjà dans des conditions très favorables, parce que je suis déjà dans l'action. Je suis déjà dans un collectif qui partage l'envie d'action. Et il y a à l'échelle de mes sens, c'est-à-dire à l'échelle de trucs que je peux voir ou toucher ou sentir, il y a déjà des petits résultats. Donc comme moi aussi je suis un animal piloté par ses sens, le fait d'être au quotidien dans un univers dans lequel je vois pour partie des choses qui vont dans le bon sens, même si ce n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'il faudrait avoir, ça suffit quand même à ce que je ne sombre pas dans un désespoir profond tous les 4 matins. De temps en temps, j'ai comme tout le monde mes petits coups de déprime, mais ce n'est pas quelque chose qui est régulier, on va dire, pour moi, tout simplement parce que je suis protégé par le fait d'être déjà dans un collectif qui tente d'agir. Voilà, c'est ça l'antidote. Donc l'antidote à la dépression, c'est de se mettre dans un collectif et de passer à l'action. Merci pour ce message d'espoir. Une dernière question, si vous voulez. Monsieur. Ah, j'ai besoin d'une femme, je suis désolé. C'est ma règle. Bonsoir. Je pense que j'ai une... Oui, c'est moi. Fanny Massy, je suis la directrice d'une association de finances solidaires. Par initiative entreprise, on représente aussi le réseau France Active à Paris. Donc, avec le Shift Project, on a beaucoup de choses qu'il faudrait faire. Moi, ma question, c'est aujourd'hui, dans ce qui est déjà fait, parmi toutes les choses qui sont déjà faites, entre guillemets, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Et peut-être orienté pour beaucoup de chefs d'entreprise ou personnes qui travaillent en entreprise, parmi tout ce qui est fait aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont les plus efficaces? Voilà. Alors je vais vous donner un florilège de trucs. Je ne suis absolument pas capable de les hiérarchiser. Donc je ne suis pas capable de vous dire le truc que je vais vous citer en premier a plus d'impact que le truc que je vous cite en 4e. Aucune idée. Dans le monde du logement, dans les choses qui ont de l'impact, il y a la réglementation, par exemple, qui vise à chasser le fioul du logement. Ça, c'est une très bonne chose. La réglementation qui, aujourd'hui, sur la construction neuve, oblige à tenir compte de l'empreinte carbone de la construction et pas juste de la performance thermique du bâtiment une fois construit. C'est une excellente chose. Dans le domaine toujours du bâtiment, toutes les initiatives qui visent à mieux occuper les bâtiments existants, c'est aussi des bonnes choses. Parce que comme ça, vous diminuez la dépense énergétique par personne. Dans le domaine de la mobilité, le développement à la fois de la mobilité cyclable, des lignes d'autocars en grande périphérie. En grande périphérie, vous ne mettrez jamais des RER. Donc en grande périphérie, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est mettre des autocars, des parkings de covoiturage et éventuellement des pistes cyclables. Ça, c'est des initiatives qui vont dans le bon sens. Les initiatives agricoles qui essayent de faire de l'agriculture plus douce, donc agroforesterie, alors là on parle beaucoup de la permaculture, ça ne concerne quand même qu'une petite partie de l'activité agricole, ça ne concerne pas les grandes cultures en particulier, donc ça ne concerne pas les patates et ça ne concerne pas le blé et ça ne concerne pas les céréales, mais toutes les initiatives qui visent à remettre du carbone dans le sol, à diversifier les rotations, à diversifier les parcelles, à replanter des haies, etc., tout ça c'est des initiatives qui vont dans le bon sens. Vous en trouvez à droite et à gauche. J'ai vu par exemple une association à l'Univers Shifté il y a 2 ans qui cherchait des bénévoles pour venir planter des haies autour des champs. D'accord ? Donc au lieu d'aller au jardin potager partagé, là le week-end, vous allez planter des arbres. Je trouve que c'est sympa comme initiative. Dans le domaine de l'industrie, enfin des objets, vous avez tout ce qui est réutilisation des objets. Pour autant que ça n'incite pas les gens qui ont des objets à s'en débarrasser pour acheter des neufs. Donc voilà, il faut être
prudent sur cet effet rebond. Mais réutilisation des objets, donc tout ce qui est recyclerie, etc., tout ça, c'est des bonnes choses. Recyclage éventuellement, mais voilà, il faut voir ce qu'on appelle recyclage, parce que des fois, Alors, le recyclage du papier, par exemple, permet d'éviter de la matière, il ne permet pas d'éviter de l'énergie. Parce que l'énergie de désancrage du papier est extrêmement importante. Donc ça permet d'éviter de couper des arbres, ce qui est une très bonne chose, mais ça ne consomme pas moins d'énergie de faire du papier recyclé que de faire du papier à partir de pâte vierge. Non, énergie, pas tellement moins. Vous avez des initiatives qui peuvent aller dans le bon sens dans le domaine de la sphère publique, où là aussi, vous avez des gens qui essayent d'informer, d'organiser, etc. Voilà. Donc des initiatives, vous pouvez en avoir dans un certain nombre d'endroits. Je le redis, aujourd'hui, je ne suis pas capable de les hiérarchiser. Ce qui est sûr, c'est que, pour renvoyer à une chose que j'ai dite avant, vous ne pouvez pas faire des choses amples contre la volonté des gens pendant longtemps. Donc toutes les initiatives de terrain sont des initiatives qui vont dans le bon sens parce qu'elles permettent d'embarquer une fraction croissante de la population dans une direction qui est plutôt la bonne. Merci. Pour les autres questions, ce sera autour du cocktail parce que le temps presse. Je vais appeler Benoît Cattel, le directeur général du Crédit Coopératif, à nous rejoindre. Merci. Merci à tous les deux. On va maintenant passer à la séquence monde de la banque et de la finance dans tout ça. Et on va commencer par Benoît. Quel est le rôle des banques dans ce contexte ? Bonjour d'abord à toutes et à tous et merci de votre présence. Je ne vais pas répondre tout de suite, parce qu'en fait c'est assez dur de passer après le tableau qui a été brossé. En même temps, moi j'ai mes sources parce que je sais que vous êtes un grand scientifique et que vous avez toujours des sources. Moi j'ai pris la source que je comprends, voilà. Et ça c'est écrit de manière à ce que je puisse comprendre. Et donc quand on est une banque, c'est vrai qu'on est réputé être du mauvais côté dès le départ, parce qu'on s'appelle banque. Et puis, moi, je ne vais pas parler des banques que je ne connais pas, je vais parler de celle dans laquelle tu travailles, celle où on travaille, celle que vous... celle que vous accompagnez, pour certains, celle que vous promouvez, parce qu'il y a ici des fans du Crédit Coop et qui se battent pour le Crédit Coop, et je leur remercie. Et je retenais de ce que vous disiez, c'est pas parce que le tableau est noir qu'il faut rien faire, quoi. Et puis vous avez dit, ce qui compte, c'est de créer un collectif. Enfin, j'ai noté au fur et à mesure, c'est de créer un collectif d'agissants. Et qui se fédèrent finalement autour de quelques idées. Alors, on ne fait pas tout bien, et puis moi, je ne donne pas de leçons aux autres banques, elles font ce qu'elles veulent. Moi, je parle du Crédit Coop tel que je l'ai compris, tel que j'en ai hérité, puis tel qu'on essaie de le porter avec son conseil d'administration, ses sociétaires. Voilà. Et concrètement, parce que c'est comme ça, dans nos idées, c'est que nous, on accorde des crédits et c'est un levier. Un crédit, c'est un levier pour faire quelque chose ou pour pas faire quelque chose, d'ailleurs. Donc, par exemple, on a dit, nous, le financement, on va plutôt le faire sur les énergies renouvelables. Et donc, on n'en met pas d'interdit, mais on dit, nous, c'est ça ce qu'on fait. Alors, bon, le marché est vaste, on n'est pas une très grosse banque, mais on fait ça. Et ce faisant, on ne fait pas autre chose. C'est-à-dire qu'on s'est mis des interdits. Si on a le temps, j'y reviendrai. On a dit aussi, on va essayer d'aider les acteurs qui promeuvent une économie territoriale, qui sont actifs dans les choses qui se mettent en œuvre, dans les échanges. Vous parliez d'échanges de produits, de proximité, des circuits courts. On a dit, ça va être notre terrain de jeu. Et on va essayer de bien le faire. Et puis, on a dit, il faut qu'on arrive à financer la transition. Alors, c'est tellement un vaste chantier. On s'est dit, comment on peut faire pour que nos clients, on les aide. Il y en a plein qui ont la volonté de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter cette transition ? Et ça pose plein de questions, si on avait le temps. Il y a un débat en ce moment sur, vous l'avez dit, sur on ne pourra plus louer si on a des passoires énergétiques.
Bon, et en fait, on a des clients qui habitent dans des passoires énergétiques. Et on nous dit, faut plus financer les passoires énergétiques, quoi. Enfin, la belle affaire, quoi. Il y a quand même des gens dedans, hein, et sauf à les laisser tout le temps. Donc, on est pour nous financer les passoires énergétiques pour qu'elles soient moins passoires énergétiques. Hein, et donc, c'est pas de financer ceux qui sont pas des passoires énergétiques qui va nous intéresser. Et on est un peu à contre-courant. Voilà. Enfin, c'est quelques exemples. J'en cite un autre. On est assez actif. On considère que dans la transition climatique, écologique, il y a et tout à l'heure, il y a eu une question d'une dame sur qui sont les plus impactés. Hein. Et donc, on s'est dit, on va financer les acteurs qui mettent des amortisseurs sociaux. Donc l'ensemble du monde associatif, l'ensemble du sanitaire et social, qui permettent justement d'accompagner la transition sociale de la transition, la grande transition, la grande mutation qu'on a à mettre en œuvre. Voilà. J'ai cité comme ça quelques exemples en disant, oui, notre communauté, mais la communauté que vous formez, et puis les impulsions qu'on reçoit de nos sociétaires, c'est aussi pour dire, nos crédits, voilà, dans l'action crédit, voilà vers quoi ça va aller. Jean-Marc, dans le plan de transformation de l'économie française, il n'y a pas de volet sur les banques, mais vous avez peut-être quand même une opinion sur leur rôle à jouer. Il n'y a pas de volet sur les banques parce que, je le redis, on a fait de l'économie sans euros. Donc on a fait de l'économie avec des flux physiques et des emplois. Alors oui, il y a toujours eu un rôle dans le crédit, bien sûr. Les banques, cela étant, accompagnent en fait l'économie telle qu'elle est. C'est comme ça que ça se passe. Alors les banques ont quand même la possibilité d'orienter un tout petit peu les choses, mais dans la limite de ce qui existe. Alors je vais vous prendre un exemple. Je vais reprendre l'exemple de mon entreprise de BTP de tout à l'heure. Si le crédit coopératif pourrait très bien dire, si vous aviez des clients dans ce domaine-là, si vous remplacez votre engin par un engin qui consomme moins, je vous fais quelques points de base en moins sur votre crédit, ou je vous fais quelques points de base en moins sur votre leasing. Et puis si vous le remplacez à l'identique, je vous facture plein pot, comme d'habitude. Voilà, là, un geste qui permettrait d'orienter un peu l'économie. Cela étant, il l'oriente dans la limite de ce qui existe quand même, parce que ce n'est pas vous qui décidez que les matériels existent. Qu'une pelle hydraulique un peu moins puissante, etc., elle existe. Ce n'est pas vous qui le décidez, elle existe ou elle n'existe pas. Donc les banques accompagnent l'économie telle qu'elle est, peuvent un peu influencer à la marge sur le comportement des acteurs. Ce n'est pas idiot de le faire, c'est plutôt une bonne chose de le faire. Mais ce qui va vraiment orienter l'économie au premier ordre, c'est les pouvoirs publics. Donc, alors je ne dis pas ça pour le crédit coopératif parce que je ne pense pas que vous le revendiquiez haut et fort, ne serait-ce que parce que les grandes banques crient plus fort que vous dans les médias. Mais il y a une bonne partie des grandes banques qui revendiquent haut et fort aujourd'hui, et des acteurs du monde de la finance, de la gestion d'actifs, etc., qui revendiquent qu'ils vont être capables de verdir l'économie par leurs bonnes pratiques. C'est juste, comme diraient les Anglais, big fat lie. Ce n'est pas vrai du tout. La finance est suiviste, elle arbitre un couple risque-rendement, et le couple risque-rendement, il est créé par les obligations de la puissance publique, il n'est pas créé par l'acteur financier lui-même. L'acteur financier ne fait qu'en profiter, il ne fait que naviguer dedans, mais il ne le crée pas. Donc les banques, je le redis, peuvent accompagner. Après, elles peuvent également se verdir un peu elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, elles peuvent essayer de limiter leur empreinte carbone numérique, d'éviter de mettre des interfaces dans tous les sens à la disposition de leurs clients, même si je sais que c'est difficile, parce qu'il y a une référence qui est la vie courante. Alors, à toi, ton application bancaire, est-ce qu'elle fait ceci, cela? Moi, la mienne, elle ne fait pas ça parce que je suis au crédit coopératif et qu'elle est sobre. Bon, donc, on sait que l'impact des crédits est plus important que l'impact de la banque en tant qu'entreprise, quand même. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'impact des crédits, je le redis. Parce que si on considère que vous financez l'économie telle qu'elle est, je peux très bien vous dire que l'impact de votre crédit, il est nul. Donc ça tout dépend de votre point de votre situation de référence. C'est pour ça que tout à l'heure je prenais l'exemple des crédits dans lesquels vous avez des taux différenciés en fonction de ce que les gens prennent. Ça, c'est un truc dans lequel vous pouvez raisonnablement revendiquer un impact. Par contre, le fait que vous disiez « moi, je ne finance que les éoliennes », mais si vous n'étiez pas là, ils n'auraient un autre banquier pour les financer. De toute façon, des produits avec des revenus garantis sur 20 ans, ça, c'est pas difficile de trouver des banquiers pour vous financer. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez vraiment un impact, parce que je suis délibérément un peu provoque, mais est-ce que vous avez vraiment un impact parce que vous financez des éoliennes? Je ne sais pas. Par contre, on a un impact parce qu'on ne finance pas le charbon.
Et même ça se discute. Parce que si vous financez le charbon en disant « je vous finance qu'à condition que vous mettiez en place un dispositif de capture et séquestration ou que vous importiez votre charbon d'ici plutôt que de là parce que ça pollue moins », enfin, vous voyez, c'est très difficile. Les politiques d'exclusion pure, c'est des politiques dans lesquelles il est très très difficile de revendiquer la paternité de l'action. C'est très difficile. C'est beaucoup plus facile de revendiquer la paternité de l'action quand vous gardez le même client et que vous allez l'obliger à changer de comportement ou l'entraîner à changer de comportement de manière plus vertueuse au travers du produit même que vous lui fournissez, c'est-à-dire de l'argent. Benoît, une réaction sur ces moyens d'action ? Je partage beaucoup du schéma parce que c'est vrai que le monde est multiple et ce qu'on ne ferait pas, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Bon, mais c'est quand même bien de le faire. Hein. Après tout, les autres font autre chose et c'est pas toujours mieux que ce qu'on fait. Hein. Donc il y a quand même un peu de gradation dans le sujet. Après, c'est le vrai sujet qu'on a, mais je le disais sur les personnes qui sont dans des passoires thermiques, mais enfin pour le coup, c'est très bien de les financer. Il faut les aider à plus être dans des passoires thermiques. C'est ça qu'il faut faire. En fait, c'est tout la difficulté entre la valeur absolue et le chemin. Hein, et on travaille beaucoup sur l'idée du chemin. D'ailleurs, on travaille aussi avec Carbone 4 parce qu'on a besoin de comprendre et puis de faire comprendre, parce que c'est pas inné, de faire comprendre comment on peut aider justement le passage de quelqu'un d'un point A à un point B, le point B étant meilleur que le point A, si je puis dire. Enfin, au moins, voilà. Et ça, on y travaille beaucoup. Alors, dans le BTP, enfin, nous, on a une banque qui s'appelle BTP Bank. Donc, on travaille sur ces sujets. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font et on accompagne des investissements qui sont normalement fléchés sur cette chose-là. Bon, la difficulté qu'on a, c'est que nous, mesurer le carbone, c'est pas trop notre spécialité. Donc, on s'appuie sur des experts, mais fondamentalement, oui, on veut être sur le chemin. Moi, il y a un truc qu'on va être parfaitement d'accord. C'est quand on regarde, on parlait de la réglementation. Hein, et aujourd'hui, moi, je regarde comment la BCE conçoit la réglementation bancaire. Ils nous en font des crises climatiques. Hein, ils disent quelles conséquences pour vous. Et en fait, derrière ça, quand on l'applique à nous, enfin quand on se l'applique, voilà, on dit voilà, on va perdre tant d'argent. Et cette perte d'argent, elle est matérialisée par le fait que nos clients vont pas nous rembourser. Et donc, c'est une vision très statique des choses. Hein. Et finalement, comme c'est une vision à 25 ans, on nous dit, bon, financer Total aujourd'hui, c'est parfaitement bien. Parce que du moment que le crédit dure 10 ans, ça ne pose pas de sujet, on sera remboursé. Donc, la vision de la Banque centrale, c'est, est-ce que vous serez remboursé ? Et nous, notre sujet, c'est de faire bouger les lignes, enfin de faire changer les choses. Donc, il ne faut pas trop compter sur la réglementation bancaire telle qu'elle est conçue au moment où on se parle pour faire changer les choses. Ça dépend laquelle. Je vais vous donner un exemple, parce que là, on a une collaboration avec Natixis. Des affreux qui financent le pétrole, ça c'est clair. Non, c'est une filiale à nous, donc on les connaît. On les connaît. On travaille avec eux depuis plusieurs années sur quelque chose qui s'appelle le Green Weighting Factor, en bon français. Alors, c'est quoi le Green Weighting Factor ? On note la contrepartie du prêt. Hein, donc, vous prêtez à Bouygues, vous prêtez à Airbus, vous prêtez à je sais pas quoi, à Carrefour. Et on va, pour chacune de ces entreprises, pour quelques milliers d'entreprises, lui donner une note sur la base de son empreinte carbone, de ses émissions évitées, de sa gouvernance, de ses objectifs, etc. Et en fonction de la note, vous avez, chez Natixis, de façon fictive, mais quand même, vous avez une allocation du capital qui est fictivement déformée. Hein, c'est-à-dire que le ratio de couverture en fonds propres de la banque, il est un peu modulé par la note qu'on fournit. Ça, si ça rentrait dans la réglementation, ça pousserait les banques à faire crédit plus cher à des activités qui sont, entre guillemets, du mauvais côté de la barrière qu'aux activités qui sont du bon côté de la barrière. Donc ça serait une réglementation qui aurait tout à fait du poids. Oui. Hein. Mais c'est pas ça qui se met en œuvre. Quoi. Je sais que c'est pas ça qui se met en œuvre, parce que la FBF est vent debout contre ce genre de truc. Mais merci à mes copains Bonafé et Oudéa. Mais en attendant, on était tous les trois dans la même promo, promo de nuisible. Mais il y avait aussi Borne dans ma promo, donc un certain nombre de gens qui voilà. Donc il y avait aussi Mustier qui a fait beaucoup parler de lui en d'autres circonstances. Ouais, enfin, il a un peu payé il était un peu lampiste, mais enfin bon, vu son chèque de fin de mois, je ne vais pas pleurer sur lui. Donc il y a des réglementations de temps en temps qui peuvent avoir de l'effet. Dans ce domaine émergent qui est le réchauffement climatique, le gros problème c'est qu'il faut réglementer ni trop tôt ni trop tard. C'est-à-dire que si on réglemente trop tôt, on a toutes les chances de faire une connerie et quelque part de rester prisonnier dans une réglementation inadaptée qui va nous faire perdre beaucoup de temps. Et si on réglemente trop tard, on ne pousse pas les acteurs à la roue avec les bonnes obligations
et l'action se déclenche trop tard. Donc il y a un vrai sujet sur la réglementation qui est pas trop tôt, pas trop tard. Et si possible, qu'elle soit un peu homogène sur des territoires assez vastes. Parce que sinon, il y a un problème concurrentiel évident, quoi. On est bien d'accord. Alors après alors, on regarde notre carbone à nous aussi. Hein. Donc nous, c'est 10 000 tonnes équivalent. Alors j'ai toujours du mal à me représenter ce que c'est qu'une tonne de carbone, parce qu'on a l'impression que c'est pas très lourd. En fait, l'empreinte carbone, c'est une tonne, hein, ça c'est clair. Oui, mais comme ça monte, si j'avais devant moi, en fait, c'est 10 000 pour le Crédit Coop. Hein, voilà. Et donc on la surveille, hein, et on essaie de la diminuer. Vous êtes combien de salariés? On est 1900. Ça fait 5 tonnes par personne et par an. C'est beaucoup. Ça peut être moins. Ça peut être moins. Bon, voilà. Hein, donc... On va y travailler. Faudra nous aider hein, quand même. Il faudra nous aider. Oui, vas-y. Justement, je voulais finir sur une note positive, puisqu'on dit que pour changer les comportements, il faut être dans un élan positif. Donc, j'aimerais, Jean-Marc, que vous donniez votre mot positif de la fin. On va manger, non? Ok. Benoît, est-ce que c'est plus construit? Je vais devoir répondre oui. Non, enfin moi ce que je peux, je pense que la communauté que forme à son échelle le Crédit Coopératif est une communauté constructive et positive. Je suis pas un grand optimiste hein, et j'ai lu des choses horribles sur les sujets qu'on a à traiter sur notre avenir collectif. En même temps, je pense que, si on bouleverse pas le monde, on va essayer au moins de faire bien ce qu'on essaie de faire, et de faire en sorte que ce soit un progrès collectif et que finalement, de fil en aiguille, ça puisse construire quelque chose auquel on croit et puis nous motiver à agir. Agir est un mot important dans le lexique verbal du Crédit Coopératif. Et puis, on vous invitera encore dans X années pour regarder les progrès qu'on aura fait, qu'on aura contribué à faire. Merci à tous les deux. Merci aussi à vous pour ces débats animés. Nous allons laisser la parole maintenant à Laurent. Bonne soirée à tous. Oui, avant de passer au petit four, alors je rassure Jean-Marc, j'ai goûté, ils sont excellents. Je voudrais dire 3 grands merci. Un premier merci à tous les intervenants, à toutes les intervenantes et les intervenants, évidemment à vous Jean-Marc pour avoir été avec nous ce soir. On sait que vous avez un agenda chargé, à nos dirigeants également. Et puis moi j'ai envie d'applaudir spécialement Laurence parce que interviewer Jean-Marc, on est d'accord que c'est un boulot de casque bleu. En fait, aucun journaliste sur la place ne voulait, donc on a dit ça sera Laurence. Ça c'est ouais. Remercie aussi toutes les équipes du Crédit Coopératif, les équipes du réseau Île-de-France, les équipes de la com, de la direction de la stratégie. Voilà, c'est un peu de travail et merci à eux. Et puis vous remerciez vous, voilà, parce que c'est vraiment super de vous avoir avec nous ce soir. Vous avez beaucoup de choses. Tous également dans vos agendas, donc je ne vais pas prendre plus de temps pour vous. Pour la direction des petits fours, donc alors il faut sortir de cet amphi, croiser les gens qui sont dans l'autre amphi, qui vont donc du coup courir peut-être plus vite que nous, on ne sait pas, et puis monter l'escalier, et c'est au bout du couloir. Très bonne soirée à tous, merci beaucoup.